Bienvenue dans cette première série de podcasts axés mindset et psychologie. Le concept ici, imagine, je t'invite à un apéro, chill, pour parler business, lifestyle, vision de la vie. Avec une bouteille de vin, on se met bien, mode chill tranquille, viens on refait le monde, c'est parti. J'ai essayé ici d'axer authenticité, spontanéité et mindset. Je demande un petit peu d'indulgence vu que c'est ma première série et surtout malheureusement il y a eu quelques couacs techniques au niveau de la connexion et des fois au niveau du son, il y a eu quelques lags. Vu qu'au moment où je fais cette série d'interviews, je suis à l'étranger, je suis en déplacement et clairement la connexion c'est pas la fibre. Sache qu'à tout moment, si tu veux profiter de conseils SEO, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il y a le lien en description juste en dessous. En attendant, on va accueillir notre prochain invité dans le SEO Formaker Show, Charlotte Dempre, consultante SEO indépendante et éditrice de site internet. Alors, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO Formaker où j'ai le plaisir cette fois-ci de recevoir Charlotte Dempre, si je dis bien ton nom. C'est ça, tu t'es pas trompé, il y en a beaucoup qui se trompent. C'est vrai? Bon, ben nickel, ça va. J'ai pas fait de lapsus. En tout cas, franchement, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, j'espère que tu vas bien. Carrément, merci beaucoup à toi Sébastien, c'est un plaisir de te rencontrer et de pouvoir discuter avec toi. Franchement, plaisir partagé parce que voilà ce que je disais dans ce podcast. L'objectif, c'est de découvrir de nouvelles têtes. Voilà, vraiment avoir un vent de fraîcheur. Partager tout simplement ce que j'appellerais des tranches de vie, voilà, des nouveaux angles d'approche. Je pars du principe qu'on a tous quelque chose à apporter. Je pense que ce domaine-là a besoin de se renouveler à différents niveaux. Donc des nouvelles personnes, également les femmes, parce que les femmes, alors ça commence à être mis à l'honneur, mais pas encore assez, je pense, à mon goût. Il y en a de plus en plus. Ah ouais, il y en a de plus en plus, c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait plaisir et c'est cool parce que c'est vrai que, enfin voilà, il y en a pas mal qui restent dans l'ombre. Et c'est ça aussi que je cherche, qui m'a fait défaut parce que voilà, dans l'agence où je travaillais, il m'a toujours manqué ce côté, cette vision féminine. Et voilà, on a tous une manière de penser différente et voilà, c'est ce que je recherche aussi, voilà. Trop cool, ça va être super cool je pense. Bon ben nickel. Alors on va commencer par la fameuse question d'introduction. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous en dire plus sur ton parcours? Ouais, alors quelques mots, j'espère que c'est pas 5 sinon je suis pas dedans. Je m'appelle Charlotte Dempre, comme tu l'as dit, j'ai 23 ans. Je suis originaire d'Amiens, en Picardie, en France. Comme ça, je Ok. situe aussi le pays au cas où. Avec les Picards, il y a l'accent là en plus là. Actuellement, je suis un petit peu, tu le sens? Non, j'essaye de faire attention à mon accent et à ma prononciation. Ok. Actuellement, je suis consultante SEO indépendante et éditrice de site. Donc, pour mon parcours, j'ai débuté par un DUT informatique après le bac parce que j'aimais bien la programmation et qu'en plus, j'avais développé un jeu vidéo pendant le lycée. Donc, par la suite, je me suis dit que j'allais poursuivre. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément être développeur toute ma vie. Puis en plus, j'étais pas forcément hyper à l'aise dans le milieu. Ok. Donc, ça m'a quand même pas empêché de développer des trucs cool. Par exemple, j'ai fait un extranet pour valider la fin de mon DUT. Mais ensuite, j'ai bifurqué et je suis allée dans le marketing et la communication. Donc, comme ça, j'ai cet aspect un petit peu stratégique après avoir vu l'aspect technique. Pour le coup, ce qui m'a plu, c'était vraiment le marketing qui touchait à plein de domaines connexes. Parce que le marketing, c'est lié aux neurosciences, c'est lié à l'UX, c'est lié à la communication, au côté commercial. Et c'est ça vraiment que j'aimais, c'est qu'il y avait plein d'autres choses à découvrir autour de ce domaine-là. D'accord. Puis ensuite, après, enfin non, plutôt, j'ai continué du coup mes études. J'ai validé un bachelor et un MBA dans ces domaines-là. Ça m'a permis en même temps de travailler dans une entreprise de presse quotidienne régionale. Pour Ok. pas citer le Courrier Picard, je pense pas que tu connais, c'est pas forcément très Non. connu si on n'est pas de la région, mais c'était super cool parce que j'ai pu voir en fait l'environnement de la presse avec le vocabulaire, les process, le truc d'impression du journal, tout ça. Et ce côté média là, j'adore en fait travailler avec les médias. Je trouve ça super intéressant. Ok. Donc voilà, là c'était la première partie de mon parcours et après je suis arrivée vers le SEO en fait. Ma dernière expérience professionnelle c'était chez Corleone Biz, donc Ah l'agence de Julien ouais. Jiménez. Ah ouais, sacrée expérience. D'accord, je savais pas. Ok. D'ailleurs, première et dernière expérience dans le SEO. Mais du coup, tu savais vraiment pas Euh, que j'étais chez KB. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est la surprise. Du coup, tu dis que tu avais une expérience sur KB, je savais pas. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai découvert le SEO en 2021 et à partir de là, j'en ai fait une véritable obsession. Je bouffais du SEO jour et nuit. Et j'ai vu une annonce LinkedIn de Corleone Biz. À partir de là, j'ai échangé avec eux et une semaine plus tard, j'entrais chez KB. Donc c'était ma première expérience professionnelle en SEO, puis aussi la dernière puisque je suis restée un peu moins d'un an là-bas.
Et après, je me suis lancée en micro-entrepreneur. D'accord, donc tu as dû apprendre vachement de trucs du coup, parce qu'en plus tu avais la vision déjà, avec ta expérience DUT informatique, tu avais l'aspect technique justement, développeur, Ouais. tu as eu l'aspect stratégique, marketing, et donc tu as eu l'expérience du terrain justement, Ouais. chez Corleone. Ouais, chez Corleone en plus. Donc il y a un niveau d'exigence qui est très 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 élevé, mais en plus ce qui est bien, c'est qu'on travaille avec des collègues qui sont passionnés. On parle de SEO toute la journée. Dès qu'il y a une question, on discute. De ce fait, on est vraiment poussé vers le haut. C'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, je connaissais, j'avais ma petite base de connaissances en SEO, mais en fait forcément au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup plus de choses que si j'étais restée en autodidacte en fait. Il y a vraiment une marge de D'accord, progression, une courbe d'apprentissage exponentielle. ok. Ah, Puis en, intéressant, tu vois, tu m'as appris un truc que je savais pas, tu vois. ouais. Puis en plus, comme toute agence SEO, l'avantage quand tu es en agence, c'est que tu as plusieurs clients différents, plusieurs typologies de clients, plusieurs Ouais, c'est budgets ça, bien alloués. sûr. Du coup, j'ai travaillé sur des SERP super concurrentiels comme le Casino ou le CBD, sur des gros sites que j'aurais pas eu peut-être toute seule en freelance, quoi. Donc, c'est ça qui m'a permis de Ah tester plein de ben, choses. ça, c'est la meilleure expérience. Déjà, effectivement, en agence, comme tu dis, c'est un bouillon de culture. Et en plus, voilà, sur les serres concurrentielles, enfin, un casino, voilà, Ouais, c'est une des serres où tu apprends le plus, quoi. Je veux dire, ouais, non, mais ok, bah bon, bien, bien, bien. Ok, bonne carrément. école. Voilà, bonne Ok, école. alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un matin, que tu t'es dit, tiens, je vais faire ce métier? Alors, j'ai eu plusieurs points de contact avant de me lancer vraiment dans le SEO enfin, on dirait vraiment que c'est le destin qui m'y a appelé. Pour le coup, quand j'étais plus jeune, je faisais de l'urbex, donc de l'exploration urbaine des lieux abandonnés. Je sais pas si tu connais. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok. Je faisais ça et du coup, j'avais monté un blog, mais j'étais jeune, je devais avoir 14, 15 ans. J'avais fait un blog où je racontais mes expéditions, je mettais des photos et avant, c'était sur Wixit. Donc maintenant, c'est juste Wix. Mais voilà, c'était vraiment le blog, il n'y avait pas de référencement. Moi, j'y connaissais rien du tout, j'avais pas cette notion. Ensuite, pendant mes études, j'ai dû développer une boutique e-commerce de vente de lunettes. Donc, j'ai fait ça sur WooCommerce. Quelle honte à l'époque, mais en même temps, c'était la première fois que je faisais une vraie boutique, on va dire. Donc là, j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'il a fallu que je déploie une stratégie SEO, même si c'était fictif. J'ai quand même dû m'y atteler. Ça, c'était vraiment le premier gros point de contact. Deuxième point de contact, et c'est là où il y a eu un déclic, c'est quand j'ai fait une semaine de conférence à distance intensive sur le marketing. Et il y avait Frédéric Zibet, donc de Mon Salaire en Slip, qui a fait une conf sur les domaines expirés. À cette époque, je connaissais pas du tout les domaines expirés, je comprenais pas trop non plus le principe. Et quand j'ai regardé sa conf, je me suis dit waouh, c'est extraordinaire. Ça m'a vraiment excité de fou. Et c'est à partir de là que l'idée a germé dans ma tête. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit ça y est, le SEO, j'ai envie de faire ça. J'ai développé une véritable obsession là-dessus. Et après, je me suis fait embaucher chez KB. Donc officiellement, on va dire que j'ai débuté le SEO en 2021, vraiment intensivement. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, donc, chez Corleone, tu étais en contact direct avec notre cher ami Julien? Bah oui, forcément. Alors après, il est pas mal occupé, hein, et en plus, donc il y a l'aspect, enfin il y a le côté on-site qui est vraiment Call Biz, et t'as le off-site avec la plateforme Next Level. Pour le coup, Julien est vraiment sur les deux, mais du coup, moi j'étais beaucoup plus quand même souvent en contact avec ma team on-site, avec mes managers et mes collègues on-site. Le off-site et puis Julien, c'était vraiment pour, je veux dire, l'entente avec les collaborateurs. Je travaillais Ok. un petit peu aussi avec eux sur les clients parce qu'on se mettait d'accord sur la stratégie on-site et off-site pour le même client, forcément. Mais Julien, tu le vois pas tous les jours parce qu'il a beaucoup de projets en cours. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, il est occupé le garçon, Mais sinon, non, il est quand même très présent dans l'entreprise. Donc hein. Ok, voilà, ça marche. j'ai quand Et même eu du la coup, chance de travailler là-dedans. ok, et tu t'es occupé donc que de la partie Presta ou tu as touché aussi à la partie édition de site quand tu étais là-bas? Quand j'étais chez Corleone, Hmm. c'était vraiment prestation SEO, consulting. Après, selon les clients, bah, des fois, on touchait à leur site. Donc, il y avait ce côté édition de site, mais j'ai pas édité des sites pour le compte de Next Level ou autre. C'était vraiment purement dans le cadre de la presta on-site. Ok. Alors, en quoi c'est important pour toi de faire ce métier? Important. C'est Qu'est-ce vraiment qui parce que fait que tu te lèves le matin, que tu as la banane, quoi, tu vois? Tu as le smile. ouais, voilà. Parce que j'allais dire, en soi, le SEO, ça sauve pas des vies. Tu vois, c'est pas important comme un médecin ou autre. Et c'est vrai que ça, des fois, on se le Ouais, c'est dit. ça. Au final, on n'est pas vitaux. Bien Mais sûr. par contre, pourquoi je me lève le matin pour le faire, c'est parce que je m'ennuie pas. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un domaine qui ne me lasse pas rapidement, parce que pour le coup, j'apprends vite. J'ai vite l'impression d'avoir fait le tour en fait quand je découvre un nouveau domaine. Mais là, avec le SEO, entre les mises à jour Google, les nouveaux outils qui sortent, l'intelligence artificielle, etc., et puis tous les autres domaines associés au SEO, comme l'édition de site, l'UX, enfin la conversion des e-commerce, ça, en fait, on s'ennuie pas. On est toujours Bien sûr. en garde parce que tous les jours, tu découvres des nouvelles choses, tu apprends des nouvelles choses.
Donc c'est vraiment la première fois pour moi en fait que le SEO arrive à me tenir aussi longtemps passionné. En plus, on a une super belle communauté qui partage. Au final, le SEO c'est des rencontres hyper enrichissantes. Je veux dire, rien que sur Twitter, tu fais ta veille sur Twitter, tu rencontres des personnes sur Twitter. Il y a des astuces de fou qui sont partagées sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Tu discutes avec quelqu'un, tu apprends des trucs. C'est ça qui est beau en fait, c'est qu'il y a une vraie communauté, même si des fois il y a des dramas. Au final, tu t'en sors quand même toujours enrichi, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Et en plus, Ouais, j'ajoute, excuse-moi. quand t'es justement micro-entrepreneur, là, du coup, sur l'aspect SEO, voilà, tout ça, c'est ce qui me motive. Mais aussi, entrepreneur, c'est quoi? C'est que tu peux faire tout ce que tu veux, aux horaires que tu veux, t'es autonome, t'es responsable, t'as ta liberté temporelle, géographique, tout ça, quoi. Ça, c'est vrai que c'est top parce que, effectivement, que ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as la partie SEO, voilà, le métier en tant que Mm. tel que tu peux exercer en tant que salarié. C'est ça. Et tu as la partie, effectivement, la casquette entrepreneur qui est Ouais. encore une autre casquette, effectivement, qui est très intéressante parce que, voilà, comme tu dis, la liberté, tu peux en plus, tu as ce côté. Bon, j'avais la chance, moi, quand j'étais à l'agence, d'avoir pas carte blanche, mais presque. Mais par contre, effectivement, quand tu as ton compte, bon, ben voilà, tu fais vraiment comme tu veux, tu as cette liberté voilà, si tu veux travailler le matin ou C'est l'après-midi, tu peux ça, faire à ta sauce, tu pas de compte à rendre, ça c'est énorme, par contre, voilà. carrément. Et non, non, c'est clair, ouais, la casquette entrepreneur, quand tu peux mêler les deux, c'est top, ouais, C'est franchement, ouais. ça. Tu peux choisir tes propres clients, t'as pas de plafond de verre quand Mm. il s'agit de revenus. Du coup, tu as aussi une Ouais, motivation qui est différente. voilà, c'est ça, c'est vachement motivant. Ouais, ouais, comme tu dis, ouais, tu sais qu'au moins bah voilà, tu travailles pour toi, tu sais que Ouais, si tu veux gagner plus, voilà quoi, c'est une source de c'est motivation ça. carrément. Tu peux choisir de justement avoir un rythme de croisière assez relax avec quelques clients par mois et t'en occuper très bien. Ou alors tu peux dire, bah, ce mois-ci, je travaille un peu plus, je veux un peu plus d'argent, j'ai envie d'aider un peu plus de clients. Bon, bah, ce mois-ci, je fais un peu plus de prestations. Et c'est ça qui est bien. C'est vrai que ce qui est intéressant en plus, c'est que voilà, tu peux avoir plusieurs angles d'approche parce que tu peux avoir soit la partie, on va dire classique, la partie presta. Voilà, donc ça c'est intéressant pour avoir voilà, du cash flow et tout. Tu as la partie revenu passif avec l'édition de site. L'avantage que tu as, toi, en plus que n'ont pas tous les SEO, c'est cette casquette technique. C'est-à-dire que si tu veux te lancer, bah, déjà faire tes outils maison, tu peux te lancer dans l'édition de logiciels, d'outils, voilà, tu peux faire de Ouais. la presta également à ce niveau-là. Donc ouais, tu as quand même un champ d'action qui est quand même assez intéressant et varié. Tu n'es pas toujours obligé Ouais. de faire la même chose et ça, c'est cool. Quoi. Bah, c'est d'ailleurs ça que j'aimerais bien exploiter, vraiment avoir mes propres outils, mes propres logiciels, développer vraiment cet aspect informatique que j'ai un petit peu perdu forcément sans pratique. J'ai vraiment y mettre un coup de boost, quoi, cette année en tout cas. Ouais, carrément. Bon, bah, cool. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as réussi ou en tout cas, tu as réussi à atteindre tes objectifs, tu ressens un sentiment d'accomplissement ou en tout cas passer un palier quoi. Ouais, on va plutôt parler de palier, ouais, parce que du coup, bah, comme j'ai 23 ans, je suis encore jeune. J'ose espérer que j'ai pas atteint le summum de ma carrière maintenant. Mais non, pour l'instant, je suis satisfaite de mon parcours. Dans un sens, on peut dire que j'ai réussi parce que je fais un métier qui me plaît et dans des conditions de travail qui me plaisent. Ça, au final, tout le monde n'a pas la chance de l'avoir dans le monde. Ouais, carrément. Donc déjà rien que ça, on peut dire que ça c'est une réussite. Après, je suis quand même quelqu'un d'assez ambitieuse, donc j'ai toujours envie de faire plus, de découvrir, de tester, d'accomplir plus. Donc j'ai plein de petits projets que j'aimerais réaliser qui sont en rapport ou pas avec le SEO. Pour le coup, c'est que le début pour moi, mais c'est vrai que c'est déjà une fierté d'être arrivé là où je suis aujourd'hui. Ouais, carrément. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, c'est le simple fait de réussir voilà, de sortir un salaire, générer un revenu en faisant quelque chose C'est que ça. t'aimes. Que t'aimes ou voilà, t'es pas obligé d'aller d'avoir cette sensation de reculer à chaque matin, enfin voilà, d'aller au travail en reculant. Et effectivement, on a ce côté privilégié de faire quelque chose Ouais. qu'on aime, effectivement, et de pouvoir le faire comme on veut en plus avec ce côté entrepreneur. C'est quand même kiffant. Enfin, franchement, bah, tu vois en plus, voilà, l'exemple fin dernièrement avec la crise et tout. Je pense qu'à ce niveau-là, on était quand même vraiment privilégié, quoi. Hein. C'était vraiment. Totalement. Puis je le dis même à mon entourage, des fois le dimanche, j'allume mon ordi, et je travaille, et ils me disent, ah, tu travailles le dimanche? Bah déjà, pour moi, les jours de la semaine n'ont aucun sens. C'est-à-dire que le samedi, dimanche, limite, c'est les jours que je préfère pour bosser parce que tout le monde sort, moi je reste à l'intérieur et moi je fais ma vie la semaine. Et en plus, Ouais. moi je vais pas travailler. Quand je fais du SEO, c'est pas du travail, c'est de la passion, c'est je vais bidouiller des sites, je vais regarder, je vais lire, je vais veiller, je vais tester, c'est du plaisir, c'est même pas du travail, c'est-à-dire que je suis même pas faut que je me mette sur mon ordi, c'est pas ça du tout. Non, mais c'est clair, c'est exactement ça. C'est quand tu es vraiment passionné, bah, c'est un gros plus parce qu'effectivement, comme tu dis, tu pas l'impression de travailler. Et en plus, quand tu es entrepreneur, ouais, tu raisonnes différemment. C'est-à-dire que Tu tu pas travailles ce pour côté, toi.
Ouais, voilà, tu travailles pour toi et tu n'as pas ce rapport à l'heure ou le côté week-end. Ou... C'est juste comment dire, ouais, une organisation différente. Tu peux avoir ce côté contre-courant qui est intéressant, effectivement. La semaine, bah, voilà, quand les autres sont au taf, bah, tu peux aller, si tu veux te balader ou j'en sais rien, voilà. Ou faire les courses, j'en sais rien, faut être peinard par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que c'est cool, quoi. Cette liberté de, tu vois, de ne pas avoir besoin de demander, par exemple, des congés, de pouvoir t'organiser. Tu vois, par exemple, tu peux taffer, tu peux, je sais rien, pendant 2 semaines, un mois à fond, à fond, à fond. Et après, bah voilà, si Exact. tu veux faire partir une semaine ou ce que tu veux, ça c'est cool. Ouais, c'est ce que je fais. Bah non, mais carrément. La valeur liberté. C'est ça, Ok, c'est le plus important. exactement. Quelles ont été pour toi les grandes étapes dans ton parcours vers cet objectif actuel? Une des grandes étapes quand même, ça a été mon intégration chez KB, dans l'agence Corland Biz. Forcément, c'est là où j'y ai fait mes premières armes. Donc, c'est là où j'ai le plus appris. Après, l'avantage, c'est que quand je suis sortie de chez Corland Biz, j'ai tout de suite eu des personnes qui m'ont fait confiance et des clients, en fait, qui sont arrivés, qui sont restés fidèles en plus, que j'ai toujours actuellement. Mais en fait, d'avoir eu des personnes qui m'ont fait confiance dès le début, c'est ça qui m'a permis après de pouvoir me concentrer sur la prestation que je délivrais. J'étais pas du tout stressée à l'idée de devoir prospecter, de trouver des clients, de devoir trouver des revenus. Il y a eu KB en première étape et en deuxième étape, c'est post-KB, lancement en auto-entrepreneur. J'ai des clients qui me font confiance tout de suite et là, je peux vraiment démarrer ma carrière en fait d'auto-entrepreneur. Ok. On va dire Et que c'est là, ça du les deux coup, grandes parties. parce que là, à l'heure actuelle, donc, tu es consultante, tu as la partie Presta, tu fais du Ouais, suivi, tu fais ouais, de c'est l'audit et ça. des. Je fais un peu de tout. Alors déjà des fois je travaille en marque blanche pour des agences SEO ou pour des consultants SEO et après j'ai des prospects qui des sites avec une marque, un e-commerce, des produits à vendre, etc. Tout à fait tradit. Des fois c'est des prestats ponctuels qui vont durer quelques jours sur un point très précis d'un site internet à modifier ou alors un audit ou alors une analyse sémantique. Et des fois, Mhm. le plus souvent, c'est quand même une prestation mensuelle qui se suit, un accompagnement où L'accompagnement, ouais. voilà, je suis le site, je touche au site, on fait des calls, des reportings tous les mois. C'est vraiment en fonction en Ok. fait des clients. Ok. Et du coup, au niveau de ton portefeuille client, c'est assez varié, c'est plutôt majorité e-commerce ou assez. Alors pour le coup, j'ai un e-commerce depuis le début justement. Après non, c'est assez varié. J'ai des thémas qui sont hyper concurrentiels, d'autres qui le sont un petit peu moins. Généralement, je suis quand même dans du concurrentiel. Je fais plutôt des Ça, sites c'est bien, ça va être d'affiliation. une bonne motivation, ça. Hein. Quand tu Ah es sur les bah oui. concurrentiels, il y a un côté challenge, quoi. Bah, c'est ça. Puis, ouais, oui, voilà. Et en plus, je découvre, j'apprends beaucoup plus, puisque là, la nécessité d'avoir des résultats rapidement, il faut y aller, quoi. Il faut bosser, il faut taper dedans. Donc, non, je dirais que j'ai moitié e-commerce, moitié site vitrine d'affiliation. Voilà, c'est ça. Voilà, une moitié. Puis Ouais, sinon, t'as la j'ai partie moitié agence et moitié prospect traditionnel. moitié agence, moitié prospect traditionnel, Moitié c'est-à-dire. marque, bah, je travaille, comme je l'ai dit au début, je travaille à moitié en marque blanche pour des agences Ah et oui, ok, moitié j'ai des ouais, prospects traditionnels, enfin des ok. sites. Voilà. Et du coup, tu disais aussi, donc tu fais l'édition de site, c'est ça, la partie affiliation Ouais, je fais de l'édition de site bah, pour moi en perso, avec les types de monétisation traditionnelle, vente de liens, affiliation, voilà. Mais je suis pas une grosse éditrice de site. Pour le coup, je me concentre vraiment sur la partie Presta client. Je suis vraiment axée clientèle dans mon Ok. activité. Mes sites, c'est vraiment pour essayer de me faire quand même un complément de revenus, avoir peut-être des revenus passifs par la suite, ou alors pour tester des choses. C'est-à-dire que Ouais, je voilà, teste un tester truc aussi, ouais. Hmm. sur mon site et après je dis au client, j'ai testé, ça marche, on va le faire, on va l'implémenter sur le site. Hmm. Bien Voilà, sûr. c'est surtout Et pour dire, regardez au client, je l'ai fait, on peut le faire. ouais, bien sûr, carrément. Et l'affiliation, c'est principalement affiliation Amazon ou autre type d'affiliation Non, plutôt de l'affiliation avec pas Amazon, quoi. Tout le reste, des affiliations un petit peu nichées, essayer de chercher des affiliations bah, high ticket, quoi, qui ont un beau pourcentage, ou alors où le prix d'entrée, en tout cas, enfin le prix du panier moyen est élevé. C'est ça qui est plus intéressant, je trouve. Et en plus, il y a plus de valeur ajoutée. Je trouve quand on voit un site où il y a une affiliation qui est beaucoup plus discrète ou beaucoup plus, comment on appelle ça, d'autorité en tout cas. Je trouve que c'est mieux que de voir un lien Amazon balancé. Tout de suite, dès que je vois, de toute façon, dès que je vais sur un site, même pour moi, hein, quand je recherche un truc comparatif, je sais pas, je vais m'acheter un micro, je regarde les comparatifs. Dès que je vois des sites où il y a des liens Amazon balancés comme ça avec des comparatifs, ça me fait fuir. Tu sais que c'est pas objectif. Bah ouais, ouais, tu sais que c'est Bah, pas c'est ça, objectif. je me dis, c'est pas la peine, c'est un site édité par un mec comme moi, et puis, pfiou. Non, mais c'est vrai en plus. Du coup, je galère. Ouais. Je galère à trouver maintenant, au final, c'est con parce que je me remets aux bouche à oreille.
C'est-à-dire que si je veux m'acheter un téléphone, je vais demander à mes collègues, leur avis. C'est vrai, après, non mais t'as raison, après, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des sites indépendants qui soient vraiment objectifs. Je sais pas si tu connais d'ailleurs, il y a des très bons sites comme ça, là, Airsing.com je crois, un site de review, il y en a un autre d'ailleurs, enfin je te les envoie, là. Celui-là, et eux c'est vraiment des vrais avis quoi, c'est-à-dire les mecs, ils sont pas payés, ils achètent leur truc, ouais, ils achètent leur truc, ils testent, et puis c'est surtout que tu vois la gueule des avis, les mecs ils ont testé, c'est que du concret, de la technique, tac 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 tac. J'avais regardé pour faire un choix sur l'écran, l'écran télé, l'écran PC, tu vois. Ouais, et t'as un autre site là que ouais, t'as un autre site là comme ça là sur putain, j'ai plus le nom, tu vois, Laptop Review, je sais plus quoi. Enfin bref. Mais ouais, des sites indépendants, c'est top, hein, mais c'est rare, hein. C'est rare. Faut chercher. Ouais, c'est ça. Mais ça m'est pensé un peu comme UFC Que Choisir. Au final, même si c'est un média, etc., oui. Bah, t'as quand même des super revues dedans, et c'est comme ça aussi des fois que je fais mon choix. Ouais, carrément, je t'en envoyé un autre, je sais pas si tu connais en anglais. De toute façon, la majorité, c'est toujours en anglais. De toute façon, un notebook check. Non, ok, je connaissais pas. Mais c'est super parce qu'en plus, c'est dans le domaine technologique, et c'est là où généralement tu as aussi le plus de mal à avoir des vrais avis techniques poussés. Ouais. Ben moi, là, le MV7, là, c'est comme ça que je l'ai pris. Enfin, tout le matos pour avoir des avis objectifs. Et ben ouais, en anglais, hein. Quand je le dis, en français, il n'y a pas grand chose. Quel est selon toi le switch qui a fait que ton business, ta carrière a décollé? Alors, on va dire, qu'est-ce qui a fait, quel est selon toi le switch qui a fait que tu as senti vraiment une évolution majeure au niveau de tes résultats, tu as senti, tu vois, qu'il y avait quand même une étape charnière, on va dire, quoi, tu vois? Bah, pour le coup, le switch, ça a été quand même quand je me suis lancée en auto-entrepreneur et que j'ai quand même eu mes premiers clients assez rapidement, que j'ai pas eu besoin de prospecter. Mais surtout, là où j'ai senti que pour moi, j'avais atteint un palier où pour moi, j'étais stabilisée dans mon activité d'auto-entrepreneur. Là, c'était il y a quelques mois justement. C'est à partir du moment où j'ai des clients qui sont fidèles, satisfaits et qui restent dans le temps. Et en fait, ça passe totalement par mon comportement en tant que consultante, parce que pour moi, la relation entre un consultant et un client, c'est vraiment la collaboration. Être à l'écoute de l'autre, travailler main dans la main. J'aime pas trop cette relation de subordination, qu'elle soit du prestataire envers le client ou inversement. Pour moi, c'est vraiment, on est des collaborateurs sur le business en question. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que maintenant, j'ai des clients fidèles qui restent, qui sont satisfaits. En plus, je prends certaines valeurs dans mon entreprise, dans ma façon de faire, dans mon comportement. Je les mets bien en avant. Par exemple, je veux dire, pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est la transparence. Le SEO, il a ce côté un petit peu mystique, justement. C'est un métier en plus qui est pas très très connu. Sur certains aspects, les prospects, ils sont pas assez avertis en fait. Ils connaissent pas bien les tarifs du marché, les process, les actions qui sont effectuées sur les sites. Ils y connaissent rien en fait. Parce que c'est un marché, même s'il existe depuis l'arrivée du web, c'est pas aussi connu. Les gens sont pas avertis. Donc tout ça, ça peut rester assez obscur. Moi, ce que j'aime, c'est une clarté absolue là-dessus. Je fais payer le juste prix. Je dis aux clients ce que je fais sur leur site ou pourquoi je leur conseille quelque chose. Je leur dis pas, faites ça. Je leur explique. J'ai ce côté aussi pédagogue de nature qui fait que, vas-y, dis-moi. Non, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que même si ça existe depuis une paire d'années, il y a effectivement ce côté. Alors, avant, quand je disais il y a une dizaine d'années, je parlais de référencement, ça leur parlait pas. En tout cas, ceux qui n'étaient pas pure player ou qui n'étaient pas assez. Voilà. Et maintenant, effectivement, ça leur parle. Quand je leur dis référencement, ils disent ah oui, tu vois, tac. Mais par contre, il y a quand même ce côté, effectivement, la méconnaissance, comme tu dis, des tarifs, quoi. Si tu annonces les tarifs, ils vont être complètement à l'ouest, quoi. Effectivement, c'est un peu. C'est ça. Et par contre, j'ai remarqué aussi que les gens connaissaient le mot référencement, mais pas forcément SEO. Ou alors peut-être parce que SEO, mais ouais, des fois, je dis, je fais du SEO, ils disent, ah, je connais pas, et je fais, c'est du référencement sur Google, ils font, et en fait, le mot référencement, ça fait penser un peu aux annuaires, à tout ça, je pense que ça leur parle plus. Mais ça, c'est super intéressant parce que c'est comment dire, quand on est, on va dire, spécialiste d'un sujet, c'est l'erreur, des fois, quand on a tendance à faire, c'est de ne pas se mettre à la portée du client, parce que c'est ça, quand même, le plus important aussi. Et effectivement, tu vois, c'est un terme technique, effectivement, parce que c'est marrant, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il y a eu un switch. Enfin, effectivement, avant on disait référencement, hein, c'est après qu'il y a eu le terme anglophone. Mais effectivement, oui, maintenant on dit SEO, et c'est marrant ce que tu dis, tu vois, parce que dans le langage du client, tu vois, référencement, faut lui parler un langage qu'il comprend, quoi, et ça, c'est important. Ouais. De toute façon, même pour mon entourage ou pour un client, s'il faut vraiment expliquer la notion de référencement de SEO, c'est juste apparaître en bonne position sur Google, sur la requête que vous visez. Généralement, ça passe. Ben ouais, parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est en fait, il y a un décalage entre, comment dire, ceux qui ont vraiment la maturité, on va dire, nécessaire. Enfin, tu vois, il y a les grands comptes, mais pas que d'ailleurs. Tu as même des PME, tu as tout un tas de PME, ou ceux qui sont vraiment c'est un truc à deux vitesses. Tu as tout un pan dans l'entrepreneuriat
où effectivement tu lui dis référencement, ah ouais, c'est les mots-clés quoi. Enfin, tu vois, c'est très. C'est vrai, ils en sont restés là. Hein. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pédagogique. C'est plus vraiment les petits entrepreneurs, on va dire, et c'est pas péjoratif, les micro-entrepreneurs, petits entrepreneurs dans leur coin, souvent les personnes seules, ou alors vraiment les toutes petites entreprises. Qui ont vraiment des budgets, je sais pas moi, 500, 300 par mois. Ça peut, mais des fois, tu vois, tu sens qu'alors que les entreprises qui sont quand même implémentées, qui font un minimum de chiffre d'affaires, tu en as beaucoup d'ailleurs, mais ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise et de la comment dire, de la maturité de son volume son chiffre d'affaires tout simplement. Carrément. Et puis en plus, il y a des gens aussi, je sais que je parle des fois avec des personnes qui sont pas du milieu du web, et en leur expliquant ce que c'est un peu le référencement, ils me disent, mais ça, il y a un métier pour ça? C'est pas juste une branche, c'est une tâche qu'un marketeur fait, je sais pas, en fin de journée, pour entre une deux, heure. vite fait, quoi. Un truc, Ouais, voilà. Et je me dis, ah ouais, non, c'est quand même mon métier de tous les jours, toute la semaine, toute l'année. Et moi, j'avoue, je prends un malin plaisir dans ces moments-là pour recadrer, à donner des montants, tu vois. Alors, t'as de tout, tu vois. Mais t'as des montants, ils n'ont pas du tout connaissance des enjeux commerciaux, quoi. Enfin, tu vois, tu prends des niches comme Casino ou quoi, voilà, quoi. Ouais. Et ça leur semble fou. C'est pas 500 par mois, quoi. Et par exemple, quand j'ai commencé à faire de l'argent sur Internet avec les sites, déjà pour eux, au début, un site, ça génère pas d'argent. Enfin, ils sont avertis quand même sur le web, et pour eux, ils voient pas de toute façon les techniques de monétisation. Quand j'ai gagné mes premiers euros sur Internet, ils ont fait oh, ça paye ça, genre ça, la vitrine. C'est légal, c'est légal. Attention, on m'a demandé ça aussi si c'était légal des fois. Des fois, je faisais du ninja linking, je le montre à une de mes amies, elle me dit mais t'es sûre que t'as le droit de faire ça? C'est pas illégal et tout. Je fais mais non, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. Ouais, c'est ça, carrément. Okay. Et du coup, voilà, d'où l'importance d'être pédagogue, encore plus avec les clients. Hein. De toute façon, en plus, pour le coup, un client à moi qui ressort d'une prestation, il en ressort toujours avec des connaissances et des compétences parce que j'essaye de les rendre vraiment autonomes au maximum. Après, c'est pas pour autant qu'ils vont plus faire de prestations SEO, au contraire, mais au moins, tu sais qu'ils peuvent faire le strict minimum, éviter les grosses erreurs SEO qui vont foutre en l'air tout le travail que tu as peut-être fait en amont. C'est pour ça que c'est tout bénéf au final d'éduquer tes clients, tes prospects pour justement augmenter un petit peu le niveau, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Que ça soit au travers de l'accompagnement ou de n'importe quel prestat, de l'audit ou quoi, c'est vrai que tu as un côté, notre rôle aussi en tant que prestataire, c'est un côté transmission de compétences, quoi. Voilà, c'est ça, d'expliquer les choses importantes, les choses qui le sont moins. Ben ouais, parce que de toute façon, partir du principe que plus ton client il sera, on va dire, compétent, il sera de quoi tu parles, et plus il sera à même de mettre en application et de comprendre l'intérêt. Et donc, du coup, comme tu dis, c'est avec ce côté partenariat, c'est tout bénef pour les deux, quoi, en fait, hein, pour le prestataire et pour le client, quoi. Donc, c'est cool. Au final, je me rends compte, mes clients, mes meilleurs clients qui appliquent tout ce que je dis, qui appliquent 95% de ce que je dis dans un audit, et Dieu sait que c'est rare, c'est ceux qui, en fait, ont compris, c'est ceux qui posent plein de questions en disant, mais pourquoi on fait ça? Est-ce que si on fait ça, c'est bon quand même? Et tout. Et c'est ceux qui sont hyper investis, en fait, qui veulent apprendre, et c'est là où il y a le plus de résultats. Non, mais c'est ça, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment un travail de partenariat parce que là où tu obtiens les meilleurs résultats, et moi je le vois bien effectivement avec mes clients également, il n'y a pas de secret. À un moment donné, tu as beau faire un audit, ce que tu veux, des conseils, si le client il joue pas le jeu, ça ne marchera pas, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est un travail d'équipe. Si c'est un truc à sens unique, ça avance pas. J'ai déjà vu des clients. Je veux dire, par exemple, chez KB, j'avais des clients, on travaillait de fou pour eux, on leur produisait des livrables, des trucs comme ça, des audits, on faisait des analyses et tout. Ça a appliqué 1 mois après, 2 mois après, et après ça demandait des résultats. Mais forcément que les résultats, tu les as un petit peu plus longtemps après si tu appliques avec une certaine latence. Après, ça dépend aussi des organisations. Je veux dire, il y a des grosses boîtes qui ont des process qui peuvent pas appliquer aussi vite. Ça, c'est chiant parce que les grosses boîtes, c'est souvent le syndrome de la réunionnite. Ça, c'est vrai que c'est voilà. Ouais. Et sur des gros projets, moi, ça me saoulait parce que je passais plus de temps à faire des réunions, tu vois, on facturait la gestion de projet plutôt que la partie application. Mais non, par contre, effectivement, ce qui est chiant, c'est que s'ils appliquent pas ce que tu dis pour une raison X ou Y, qu'ils te prennent pas au sérieux, qu'ils ont pas le temps, ou voilà, effectivement, à un moment donné. T'auras pas envie de t'investir non plus, enfin, tu vois, c'est humain, quoi. Hein. Tu te dis, bon, voilà, ça pour rien. Faut que ça soit dans les deux sens, de toute façon, ça c'est clair. C'est ça. C'est pour ça que pour ma part, je choisis vraiment bien mes clients et je choisis des projets dans lesquels j'ai envie de m'investir parce qu'en plus, je suis à fond derrière. C'est-à-dire que je suis hyper engagée. Quand vraiment je me lance avec un client, son business devient presque le mien. C'est-à-dire que je m'investis énormément pour après avoir les ouais, c'est ça. C'est vrai que ce qui est bien avec notre métier, c'est que c'est comme si moi, un client, c'est ce qu'il me l'avait dit là dans la thématique, je vais pas le citer, mais la thématique loisir, quoi. Et
Et une fois, il avait une pénalité comme ça de, alors, je sais pas, à l'époque, ça devait être Panda, j'en sais rien. Ouais, il faisait 600 000 visites par mois à l'époque. Et enfin bref, il s'était pris une pénale. Et du coup, il me dit, en gros, il était flippé et tout. Il dit, bon, ben, j'espère qu'en gros, tu vas pouvoir, tu sais ce que tu fais parce que c'est comme si je te remettais les clés de ma boîte, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu là, quoi, C'est parce ça. que t'as quand même. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que au départ, enfin, je sais pas d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti par rapport à ça parce que moi, je sais qu'au départ, je me rendais pas compte quand j'ai commencé. Ce que je te disais, tu vois, en off, c'est que moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est ce côté jeu. Et je me rendais pas compte parce que j'étais pas. C'est après que je faisais partie des réunions de direction et tout, donc j'avais connaissance des budgets, mais je connaissais pas les budgets et du coup, enfin, on me le disait, mais je me rendais pas compte. Et donc voilà, il y avait le côté Mumus, tout ça, le défi, le challenge. Mais c'est vrai que cette partie responsabilité, tu vois, j'avais plus de pression quand je gérais une campagne AdWords à l'époque. Alors finalement, les montants étaient moins élevés, tu vois. On était sur, je sais pas, 2000, 4000. Après, des fois, il y avait du 20 000. Et du coup, parce que je le voyais, quoi. Je voyais les montants en jeu, tu vois. Et qu'à un moment donné, il m'avait fait mon ancien chef de projet, il m'a dit, mais tu sais, Seb, sur les campagnes de RefNat, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça SEO, il me dit, ouais, mais tu sais, mais les montants sont plus importants aussi, hein, voilà. Et tout, et c'est là, ça m'a fait. Et t'as ce côté après, ouais, responsabilité, tu dis, en fait, et c'est pas évident parce que des fois, ça peut te freiner, en fait, parce que c'est un métier à risque, quand même, hein, tu vois, t'as une gestion de risque. Tu dis, merde, des fois, t'as quand même quelque part entre les mains, enfin, la vie d'une boîte, un petit peu, tu vois. Je sais pas, t'as ressenti par rapport à ça, Bah, je l'ai eu assez rapidement parce que pour le coup, une de mes clientes m'a dit justement quand j'ai commencé la presta, s'il n'y a pas les résultats escomptés, ma boîte ferme. Et quand tu C'est es comme chaud, ça, hein. quand tu prends un projet comme ça, tu dis waouh. Et là, tu as l'impression que tout repose sur toi. Bon, en l'occurrence, non, parce que elle faisait beaucoup d'AdWords. Tu avais aussi toute une partie produit, dropshipping. Pour le coup, c'était un site de Mm. dropshipping, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. T'es pas le seul facteur qui influence le résultat, mais tu dis waouh, ok. Donc là, tout ce que je fais, c'est mesurer. C'est-à-dire que bah, du coup, pour cette prestation-là, j'ai pris des risques, mais mesurés. Je me dis, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir un truc positif ou négatif? Ok, je le fais pas. Donc il y a plein de trucs que j'ai peut-être pas fait, mais volontairement mis de côté parce que le risque, que l'impact soit négatif était peut-être plus grand plutôt qu'il soit positif, tu vois. Et cette notion-là, je l'ai eu assez rapidement du coup avec ma cliente dès que je me suis lancée en micro-entrepreneur. Et pareil, elle m'a tout de suite fait part aussi de ses budgets, son chiffre d'affaires, son objectif, son taux de conversion. Et directement, c'est pour ça que je dis collaborateur dans le business, c'est direct, dès que tu te mets à table avec elle, enfin avec ton client, sur des chiffres, sur le business, sur les objectifs et sur le risque si ça marche pas, tu as tout de suite plus conscience de ce que tu fais et tu fais pas mumuse comme tu le feras avec tes sites perso. Parce que c'est ça Ouais, aussi, c'est qu'on peut être un très bon éditeur de site, mais un très mauvais consultant SEO et inversement. Un ouais. éditeur de site, il va prendre des risques parce que c'est son site. En plus, il peut se permettre de faire du contenu, je sais pas, du contenu un peu à côté de la plaque, parce qu'il n'y a pas de marque aussi associée. Quand tu as un client, Ouais, généralement, il y ouais. a une marque, il y a une identité, Ouais, il il n'y y a a pas une les mêmes image. enjeux, ouais. Donc en fait, c'est hyper différent de ce que tu fais avec tes sites et ce que tu fais avec tes clients. Ouais, non, mais comme tu dis, effectivement, c'est pas la même approche, t'as pas les mêmes enjeux, tu peux pas. Ouais, voilà, la jauge est pas la même. Non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est ça. Alors, si tu devais faire, question pas évidente, si tu devais faire un bilan de ton parcours à l'heure actuelle, ce serait quoi pour toi ta définition de la réussite? Ok. Un bilan, bah, du coup, comme j'avais dit, réussite, c'est un palier plutôt qu'une finalité. Je dirais que déjà, c'est d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, avec Ouais, un important. taf qui me plaît et des conditions de travail qui me plaisent. Je redis ce que j'avais dit avant, mais c'est vrai, c'est le fait d'avoir trouvé le juste milieu. Je fais le taf qui me plaît, aux horaires qui me plaisent, dans l'environnement qui me plaît, avec les clients que je veux. Et pour moi, c'est ça, au final, la définition là de la réussite. Pour moi, actuellement, après, dans notre domaine, voilà. Déjà, c'est ça. Non, non, mais c'est clair, c'est vrai que trouver un équilibre de vie, je pense, c'est un défi au quotidien, hein, parce que c'est pas Ouais. évident, et surtout qu'en plus, quand tu as un Et le métier. Alors, c'est cool, garder. ouais, voilà. C'est vrai que parce que c'est bien. Alors, c'est vachement bien, effectivement, quand tu as la chance de faire un métier que tu aimes et tu es passionné. Et c'est vrai que le danger, par contre, des fois, c'est te faire un petit peu aspirer. Ou... c'est pas évident, C'est c'est toujours ça. cet équilibre, ouais. C'est pour ça que surtout le Ouais. garder, comme parce que je sais, des fois je bosse souvent le soir, et c'est là que tu peux rapidement mettre de côté ta vie de famille, ta vie de couple, etc. Parce que tu es tellement déjà passionné que pour toi tu travailles Mm, pas, mais c'est là où en plus tu peux mettre en péril ton équilibre vie pro et perso. Donc c'est pour ça que c'est un truc qui est difficile à avoir, mais encore plus difficile je trouve à garder. Ouais, non, mais c'est clair, carrément. Carrément. Surtout quand tu es entrepreneur, ça c'est clair. Selon toi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent dans ton activité, dans ton domaine et d'autres moins? C'est quoi, on va dire, selon toi, les critères de réussite, quoi? Ouais, alors il n'y a pas vraiment de critères de réussite, ouais, de façon de réussir au final, mais je pense que le plus important, c'est déjà d'être passionné, Mm. persévérant, ouais, d'en faire une véritable obsession au final. Quand tu es obsédé par quelque chose, on le voit, les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont obsédés.
C'est les gens qui C'est vrai que bifent. quand tu aimes quelque chose, tu as cette soif d'apprendre, en fait. Hein. Ça, Bah, c'est c'est vrai. ça, voilà, être avide d'apprendre, c'est ça, être autodidacte, etc. Je veux dire, tu peux te manger plein d'échecs, mais théoriquement, si vraiment t'es à fond dans un truc, au bout d'un moment, il y a un truc qui va marcher et ça va payer, quoi. C'est obligé. Ben, c'était quasiment le seul, en tout cas, c'était le principal critère que j'avais quand j'étais en agence pour recruter, tu vois, les personnes. Et je regardais pas les diplômes, les trucs comme ça, ou les trucs, c'était vraiment, je voulais voir la personne en face, ce qu'elle avait, entre guillemets, dans le ventre, surtout si elle était motivée. Parce qu'effectivement, comme tu dis, enfin, moi, je partais du principe que si la personne, elle est motivée, elle est déterre, ben, tu vois, là, elle va apprendre, c'est pas un problème, tu vois, c'est comme tout, ça s'apprend, quoi. Mais effectivement, si la personne, elle est pas motivée et tout, bon, ben, si tu vois ça comme, on va dire, un énième taf, enfin, tu n'iras pas aussi loin que la personne qui est passionnée. C'est quasiment prévisible, je veux dire. Carrément. Puis quand t'es passionné, Mm. t'apprends à vitesse grand V. Je veux dire, en quelques mois, tu peux être aussi compétent qu'une personne qui a peut-être 5, 10 ans d'ancienneté dans le domaine parce que tu es à fond et tu as une base de connaissances qui te permettra déjà au moins de pouvoir faire des belles choses, quoi. Ouais, et puis en plus, tu as ce côté, effectivement, remise en question qui est quand même super important et qui passe par là. Effectivement, quand t'es passionné, tu vas essayer de chercher bah voilà, toujours la solution, le truc qui fait que. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui fait clairement la différence à son autre métier, hein, c'est clair. Ouais. Mm. Puis surtout, en fait, il y a aussi c'est aussi paradoxal entre faut être persévérant, faut aller à fond dans quelque chose et en même temps ne pas rester buté. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui Ouais. fonctionne pas comme prévu, pense à peut-être juste pivoter, soit ta façon de voir, soit ta façon de faire, et peut-être que c'est là où tu vas trouver ce truc, quoi. Donc faut trouver le juste milieu entre être persévérant, peut-être par exemple dans le domaine, et en même temps ne pas rester buté sur la façon d'y arriver, quoi. Par exemple, moi je sais Ça, que quand je me suis lancée, je voulais gagner de l'argent sur Internet, mais je savais pas forcément non plus de quelle façon. Ok. Non, mais ça, c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui peut me faire défaut parce que effectivement, c'est pas évident, comme tu dis, se trouver cet équilibre entre détermination et obstination. Et la limite, des fois, est C'est assez ça. mince. Alors, on va passer à des questions plus philosophiques que j'aime bien. C'est quoi ton mode de vie Ah. idéal, ton lifestyle? Est-ce que tu es plutôt digital nomade, plutôt expat, plutôt sédentaire, vie pépère? Surtout, pourquoi? Et quel est ton rythme de travail? Alors, sans rentrer dans le détail, nombre d'heures par semaine ou quoi, mais en tout cas, le but, c'est essayer de mieux cerner, on va dire, ta vie au quotidien, ton cadre de vie. Voilà. Ok. Alors actuellement, je suis sédentaire, donc je suis pas digital nomade actuellement. Je suis dans un appartement en France. Je bosse de chez moi en télétravail. Par contre, ouais, l'objectif ce serait, alors pas à terme parce que c'est pas la finalité, mais ce serait plutôt dans quelques mois, quelques années. Ce serait de vivre en Je suis et vraiment désolé, d'accompagner. hein, parce que la connexion ce soir, qu'on se le dit, c'est un peu de la merde. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas une fin en soi parce que j'aimerais vraiment bien m'expatrier, vivre un peu la vie de digital nomade du moins durant quelques années parce que c'est quand même un truc qui m'attire. Bah, j'ai quand même envie de tester en fait, même si je pense que voilà, ce sera pas la finalité. Je ne vivrai pas ma fin de vie en digital nomade, mais au moins voyager et travailler en même temps, c'est un truc que j'aimerais faire et tester parce qu'en plus ça me permettrait de découvrir le monde. Je pense que ça, c'est peu positif. Ouais, vivre, tester l'expérience, quoi. Après, c'est vrai que Ouais, l'avantage qu'on a avec ce métier-là, c'est que c'est un peu la voie royale pour la mobilité. c'est ça. Ou en tout cas, effectivement, comme tu dis, le but, c'est pas une fin en soi et tout. Et puis en plus, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Mais effectivement, ne serait-ce que d'avoir cette liberté, ce choix, voilà, c'est ça le plus important, je pense, c'est le C'est choix, ça. de pouvoir tester, effectivement, ouais, de vivre l'expérience ou si t'as l'occasion, ouais, carrément. Voilà, de tester. Après, c'est un peu le stéréotype pour le coup, parce que c'est vrai que dans nos métiers, tout le monde le fait un peu, mais c'est vrai que ça donne envie. Même si je dis pas que je travaillerais bien dans un café à Bali entouré de gens qui parlent, mais juste le fait de déjà, même si je bosse de chez moi dans un autre pays, après tu sors, tu Ouais, profites, voilà, tu ouais, voyages. puis après voilà, comme tu dis, c'est vrai que c'est stéréotype, mais effectivement, il n'y a pas forcément d'obligation parce que, effectivement, bon, ben là, je teste le digital nomade, mais tu vois, ça fait pas longtemps, depuis novembre. Avant, Mm. tu vois, j'étais dans mon appart pépère avec le studio et j'aimais bien aussi parce que, après, voilà, moi, tu sais, j'aime bien avoir cette vision réaliste. C'est ce que je reproche aussi des fois à ce côté trop bisounours ou avec un peu les vendeurs de rêves ou ce côté, tout est beau, tout est rose, youpia, youpillé. Et en fait, non, non, Édulcoré, ouais. ouais, non, chaque défi c'est des choix qui, voilà. Là, tu vois, l'avantage, c'est cool, tu voyages, c'est cool, mais il y a aussi des inconvénients, faut pas croire. Hein. Tu vois, là j'ai mon PC, bon, ça va, c'est une station de travail, mais tu vois, j'ai pas le confort, on va dire, de travail. Tu vois, le PC fixe, j'aimais bien aussi avoir mon studio pour les enregistrements, la fibre, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, tu as quand même un cadre, tu as des repères aussi, tu vois, quand tu es
quand tu es chez toi, tu vois, tu as cette sensation de te sentir chez toi. Enfin, tu as Ouais. plusieurs, tu vois. Je pense que c'est pour ça, chaque choix, de toute façon, a des avantages et des inconvénients, mais c'est bien, en tout C'est bien cas, de tester les je deux, pense, quoi. ouais, voilà, je pense que ce qui est important, ce que j'apprécie dans ce métier-là, c'est surtout ce choix. D'avoir ce choix, c'est super important, de pouvoir te dire, bah, si un jour, pendant 1 an ou 2 ans, tu veux tester ou quoi, ou tu veux travailler où tu veux, bah voilà, ça c'est cool. C'est ça, t'es pas là à te dire, moi, je dois poser un préavis, quitter mon taf, faut poser des congés, faire une année sabbatique. Non, c'est, bah, du jour au lendemain, tu peux choisir, et voilà. C'est ça l'avantage. Ouais, T'as pas besoin de changer t'es de souple à métier. ce niveau-là, ouais. Ouais, t'es souple carrément. Du moment que t'as ton PC, une connexion internet, C'est t'es refait, ça. hein. Ok. C'est ça aussi qui fascine Euh, les gens, c'est de voir que tu peux faire de l'argent avec si peu. En fait, tu peux vivre, avoir un vrai travail avec si peu, juste un ouais, ordi. Et après, c'est ta tête et mais tes outils, et voilà. bah, carrément. Et puis franchement, en plus, voilà, là au moment où on fait cette vidéo en 2023, il y a une dizaine d'années, c'était quand même plus chaud suivant où t'allais. Mais franchement, aujourd'hui, si tu vas pas en Antarctique, ça va bien se passer quand même, à mon avis. Normalement. Ouais, c'est ça. Ok, alors j'aime beaucoup cette question. Si tout était possible dans la vie, qu'est-ce que tu ferais de plus? Alors, bah, j'ai pas des rêves inatteignables. Alors, je peux être rêveuse, hein, mais c'est des rêves. Généralement, si je me fixe des rêves, c'est presque plus des objectifs à atteindre plutôt que des rêves en mode, oh, j'aimerais tellement, mais j'y arriverai pas. Non, c'est plutôt, bah, j'aimerais le faire. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Donc, pour le coup, si on reste dans le domaine du SEO et dans l'entrepreneuriat, j'aimerais bien avoir une nouvelle casquette de formatrice SEO parce que bah vraiment j'ai ce côté pédagogue partage que j'ai avec tout le monde en fait pour n'importe quel domaine. J'adore pouvoir partager ce que je sais. Et dans le domaine du SEO, vu que j'apprends de plus en plus, j'ai encore plus envie d'aider des gens et de partager les connaissances. Donc aussi bien en formation asynchrone qu'en intervention dans un cursus scolaire, hein, un peu n'importe quelle forme, du moment que je suis en contact en plus avec des gens qui veulent apprendre. Moi, ça me va. Donc j'aimerais bien déjà développer cet aspect-là, peut-être dans les mois ou les années à venir. Puis aussi, j'aimerais bien quand même avoir mes propres outils, mon propre écosystème que je développerai moi-même ou avec quelqu'un à voir, afin de pouvoir vraiment répondre à mes besoins personnalisés, aux besoins de mes clients, avoir mes propres outils SEO, mes propres outils d'édition de site. Voilà. Je pense que ça, c'est Ok. deux objectifs. Si tout était possible, en tout cas, j'aurais ça à l'heure actuelle. Non, c'est bien, c'est un raisonnement, une approche pragmatique quand même, hein. Ok. Ouais. Juste par curiosité, au niveau des langages, est-ce que tu as des affinités particulières sur type de langage, Python, PHP ou Pour le pas coup, plus que plutôt ça? Python. Je serais plutôt Python. Là, c'est vers ce langage-là que je vais vraiment me refocus et vraiment exploiter au maximum parce que pour moi, Python, c'est vraiment là où tu as plein de possibilités pour le SEO. Après, Ok. oui, c'est bien quand même d'avoir des bases un peu partout parce que quand il faut faire enfin, je veux dire, quand il faut développer un tool entier, c'est bien Bien d'avoir sûr. du PHP, du HTML, du CSS, du Java. Enfin, Et du coup, parce que bon, moi, qu'on se le dise, je suis une bille en technique, hein, tu vois, j'ai aucun souci avec ça. Et chacun son métier, mais voilà, ce que je disais en off, c'est qu'effectivement, moi, je vais pouvoir customiser des codes et compagnie, interpréter, mais ça s'arrête là, je suis pas développeur. Du coup, PHP, bon, ben, je comprends les enjeux. PHP, c'est le langage historique pour la création de sites web, hein, tu vois, voilà. Mais Python, c'est pour quel type d'utilisation à la base? C'est plus logiciel ou il y a quand même un côté, on va dire, polyvalent du langage? Par exemple, si je dis pas de conneries, c'est plus pour les applications mobiles, j'avais entendu parler, c'est ça? alors pour le coup, tu vas me poser une colle. Franchement, j'ai plus les domaines d'application selon les langages de programmation. En plus, en DUT, on voyait vraiment 4 langages par trimestre. C'était vraiment à la chaîne. C'était beaucoup trop en surface, beaucoup trop superficiel. Pour le coup, Python, la première fois que je l'ai utilisé, c'était avec la bibliothèque Pygame pour développer le petit jeu vidéo que j'avais fait au lycée. Après, là, quand je parle d'utiliser Python, justement, ça va être tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle. Déjà, parce que je trouve que c'est la bonne passerelle pour y arriver, et tout ce qui va être automatisation pour des outils SEO. C'est vraiment plutôt Ok, sur cet aspect-là que je me dirigerai d'abord vers le Python. ok, En fait, je m'intéresse pas au monde du développement plus que ça, et si je m'y d'accord. intéresse, c'est vraiment pour rester axé dans le prisme, l'angle SEO ou l'angle, par exemple, développement Internet. Tu vois, si je faisais du PHP, je ferais pas du PHP pour dire faire du PHP, je ferais du PHP pour développer des thèmes WordPress, développer des fonctions Ouais, qui a un côté WordPress. applicatif, ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça le C++, tout ça, c'est super intéressant. Tu peux faire des bêtes d'outils avec ça, enfin des bêtes de logiciels, d'applications, de tout ça. Perso, je verrais vraiment dans tout ce qui est application, applicatif SEO. Si j'ai besoin, par exemple, de développer un tool, bah, je vais voir ce qu'il faut, puis j'apprendrai ces langages-là, ou alors c'est partie de langage au moment venu, en fait. Ok, ah ouais, je comprends l'état d'esprit, ouais, pas de souci. Ok, quelles ont été, j'aime beaucoup aussi cette question, quelles ont été tes plus grandes difficultés dans ton parcours? J'aime bien qu'on parle des échecs parce que Mm. c'est encore une fois, j'aime bien ce côté
Réaliste, tout simplement, parce qu'on parle beaucoup des réussites dans la société actuelle, vu on vit dans une société Ouais. de l'image où on a tendance à idéaliser tout ça, où en gros on vit dans un monde idéal et personne ne connaît d'échecs. Mais malheureusement ou heureusement, l'échec, c'est ce qui est quand même la source d'apprentissage, c'est là où tu apprends, c'est dans la souffrance. Et c'est ce qui fait que ça fait partie intégrante de la réussite. Donc ça m'intéresserait de voir un petit peu les difficultés que tu as rencontrées, surtout voilà, savoir comment tu les as relevées. Voilà, parce qu'on oublie souvent qu'avant de réussir, ça demande de passer par ces phases de remise en question, des efforts, Ouais. des doutes, des moments où, comment dire, je cherche le terme, je l'ai plus. Et on se remet en question en tout cas. Ouais, Ouais, je ouais, vois. c'est clair. Mais je me suis longtemps cherchée, je savais pas vers quel domaine aller. Comme j'ai dit, là, j'ai fait de l'informatique avant, puis après, j'en ai eu ras-le-bol. Ensuite, j'ai fait du marketing. Là, je fais du SEO et pour l'instant, c'est parfait parce que c'est ce qui me plaît et je pense que ça va me rester un bon moment. Mais sinon, ma personnalité fait que j'ai toujours été très curieuse, mais surtout, je me lassais super vite de tout. Je découvrais plein de choses. Super contente, phase d'euphorie, c'est génial. Je mange le nouveau domaine en quelques mois et tout. Et après, pfiou, je me lasse. Et le problème, c'est que ça faisait ça aussi bien dans mes domaines d'apprentissage que dans les business dans lesquels je me lançais. C'est-à-dire D'accord. que je me disais, bah tiens, pourquoi je fais pas du coaching? Coaching en marketing, coaching de vie. Pourquoi est-ce que je ferais pas du dropshipping? Et en fait, j'ai sauté comme ça un peu un shiny object quoi, au tout début de mon parcours quand j'ai découvert un peu ce milieu-là du web en 2020, pendant le confinement, le Covid, tout ça. J'ai vachement switché. Et c'est ça qui m'a fait perdre du temps au final. Mais c'est aussi là où j'ai appris. C'est-à-dire que là, j'ai appris à me fixer sur un truc et à rester dedans. Et au final, c'est super parce que je me suis fixée sur le SEO et ça me plaît. C'est vrai que tous fait cette erreur de moi le premier comment dire de se lancer dans plusieurs projets quoi, plusieurs tâches. C'est source d'apprentissage, mais effectivement le fait de se disperser, tu te rends Ouais. compte que c'est là où t'as pas des résultats Ben, c'est de fou. ça. C'est à partir où t'es focus que tu as vraiment des résultats. Hein. C'est parce que du coup, comme j'avais du mal à rester longtemps sur une activité, forcément, j'avais pas d'effet. Enfin, j'avais pas de résultats, les résultats escomptés, et forcément, mon entourage disait, bah voilà, encore un nouveau projet pas achevé, pas encore de résultats, où est-ce que tu vas? Bon, voilà, il y avait aussi ce côté de l'entourage, c'est-à-dire que tu dis à ton entourage que tu vas être indépendante. Déjà, il y a cette petite peur en disant, bah c'est pas le parcours typique qui est forcément destiné, surtout pour les parents, tu vois. Ouais, mais C'est ça, tu moi. vois, c'est pareil. J'en veux beaucoup au système éducatif par rapport à ça, parce que, notamment en France, parce que on t'apprend pas à devenir entrepreneur, tu vois. Ouais. On t'apprend pas à devenir entrepreneur et on n'a pas cette logique d'entrepreneurial et c'est chiant parce que quand tu veux justement te lancer, tu as intérêt à croire suffisamment en toi. Parce qu'effectivement, tu vois ce que tu dis, malheureusement, on l'a tous vécu. Et même si ces proches-là croient vouloir bien faire, en fait, elles te projettent leur propre peur et surtout qu'elles te projettent leur réalité qui n'est pas forcément la tienne. Et c'est vrai que c'est chiant parce que dans ces moments-là, tu as besoin justement d'être soutenu, qu'on croit en toi. Et justement pour y arriver, pour franchir le pas et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que déjà que c'est des moments où c'est des statuts un peu non conventionnels. Surtout en plus quand tu rajoutes le côté non conventionnel de ce qu'on fait, où maintenant ça se démocratise, mais avant c'est voilà, tu pouvais facilement être associé à un hacker ou ce genre de choses. Enfin tu vois, ou tant dire que tu allais élever des chefs dans le Larzac, tu vois, ça passait crème. Mais c'est chiant parce que ça te rajoute cette pression sociale en fait que tu n'as clairement pas besoin en fait. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est C'est surmonter. Hein. ça. Après, en vérité, je peux pas en vouloir à mon entourage et même à l'entourage de beaucoup d'entrepreneurs parce que quand il n'y a pas de résultats, et quand je parle de résultats, c'est des résultats chiffrés. Parce que je vois que là, ma famille, même si elle m'a toujours soutenue et cru en moi, c'est quand ils voient des résultats chiffrés, en tout cas pour ma part, qu'ils se disent, ah ouais, en fait, heureusement que tu as fait tout ce que tu as fait, ça mène à quelque chose. Mais quand il n'y a pas de résultat plus que ça, bah, je peux comprendre d'un côté qu'il n'y ait pas le soutien attendu, même si c'est Ouais, non, difficile, mais parce que tu te sens isolé. c'est sûr, mais c'est vrai que ce qui zappe, c'est que le résultat, c'est bien sûr, il faut des résultats. Mais avant, c'est le résultat, c'est la partie émergée de Oui. l'iceberg, quoi. Avant d'arriver à ce résultat, c'est tout le process, en fait. Plein de, ouais, c'est Et effectivement, c'est là où tu as besoin à un moment donné d'être soutenu. Hein. Enfin, je veux dire, C'est c'est là un où tu peux peu. abandonner. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et franchement, si t'as pas le. C'est là où le mental, c'est super important parce que t'as pas les épaules pour. À un moment donné, voilà, quoi, c'est pas évident, quoi. Ouais. Puis en plus, comme tu disais, la compréhension autour du SEO, métier pas super connu, en tout cas par les non-initiés du web, bah, c'est compliqué de l'expliquer aussi. C'est-à-dire que même si j'explique à mes proches ou à une personne que je viens de rencontrer, je lui explique brièvement, mine de rien, personne ne sait encore ce que je fais de mes journées. Même si je Ah l'explique ouais? et qu'ils le voient sur mon écran et tout, ils voient les outils. En plus, comme par hasard, ils regardent leur écran quand il y a Screaming Frog qui est sur l'ordi.
ils pensent que je suis une Ouais, zinzin sur cet outil préhistoire, enfin de la préhistoire. mais c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est ça en fait. Ce qui est pas évident des fois dans notre métier, c'est ressentir c'est fou, hein, parce que c'est à deux vitesses, parce que t'en as plein maintenant qui travaillent dans le web, enfin t'en as foison, et c'est la voie royale, et pourtant tu ressens quand même toujours ce décalage dès que tu sors du cadre, parce que enfin, là tu vois, là autant si faire la presta classique, ça reste on va dire assez conventionnel. Je dis même pas que là maintenant, tu vois, je suis sur YouTube ou je fais la formation en ligne. Si je dis, alors je me considère pas youtubeur, tu vois, parce que youtubeur pour moi c'est ceux qui font vraiment des mecs comme Norman, Thibaut et compagnie qui ont des gros volumes, tu vois, des grosses audiences. Mais si je dis ouais, je suis youtubeur, je fais des formations et je gagne et je génère des revenus passifs avec mes propres projets, quoi, t'as pas de clients. Enfin, tu vois, Ouais. c'est lunaire. Hein, Tout à fait. Ben, c'est pour ça que c'est bien de se connecter avec des personnes du même milieu, du même domaine, du même business model, par exemple, pour vraiment pas se sentir seul, pas se sentir incompris. C'est important. Ouais, c'est ça ce que tu dis, c'est l'environnement, hein, l'importance de l'environnement, hein, c'est clair. Ouais. Hein, c'est pour être poussé, c'est important de t'entourer aussi, de bien t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut et pas forcément parce qu'effectivement l'environnement ça peut être toxique ou À dans le bon double sens, ça tranchant. dépend. Ouais, Ouais. voilà, ça double tranchant. Ok. Quelles sont les erreurs pour toi à éviter dans ton domaine? Bah, les erreurs à éviter, bah, j'en ai déjà dit une, hein, même si c'est pas dans mon domaine spécifiquement, mais c'est du fait de pas se fixer, pas se focus sur un truc. Déjà là, t'es sûr qu'il y aura pas de résultat. Et sinon, l'autre erreur à éviter que j'ai pu peut-être faire au début, mais ça va, je m'en suis rapidement sortie, d'être sous l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu vois, tu connais? L'effet de? Dunning-Kruger. Alors, j'espère que je le prononce bien. Non? Non. C'est en fait quand tu découvres un nouveau domaine, tu as un pic de confiance qui fait que tu te sens plus compétent que tu ne l'es en réalité. Tu surestimes en fait tes capacités et c'est seulement quand tu approfondis encore le domaine et que tu apprends de plus en plus que là tu développes une vraie compétence, que tu te rends compte qu'en fait derrière, là juste avant, tu savais rien. Tu étais en fait Ah ignorant. ouais, ok, ouais, carrément. Et Oui, ça oui, t'as s'appelle ce qui était, Dunning-Kruger. oui, non, mais maintenant que tu le dis, oui, ça me revient. Oui, c'est un peu l'effet qui se coule, en fait, où au départ, effectivement, tu te sens, t'as un killer et tout, alors qu'en fait, tu te rends compte que, Voilà, ouais, et en fait, voilà. dès que tu vas découvrir une réponse, ça va t'amener de nouvelles questions C'est ça, Et d'ailleurs, c'est ce que disait d'ailleurs Socrate, hein, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, c'est ce qu'il voulait dire à ce c'est niveau-là. Non, mais ça. c'est vrai que c'est Mais ça d'un fait un côté, peu dans plus. philosophique, mais c'est ça, hein. Ouais, mais c'est ça, parce qu'effectivement, le référencement, tu dis les bases, voilà, tu résumes en une phrase, tu fais du contenu et des liens, tu vois, c'est très basique. Hein. Mais effectivement, dès que tu rentres dans le détail, tu vas découvrir ça, et plus tu vas découvrir, plus tu vas, tu vois. Parce qu'au début, enfin, je suis sûre Carrément. aussi que c'est aussi pour ça qu'il faut éduquer les clients, c'est que peut-être qu'ils pensent que s'ils n'ont pas de 404 sur leur site et qu'il y a un titre à toutes les pages, le référencement il est plié et c'est bon. Et en fait, quand tu sais rien, tu te dis bah ça se résume à quelques points clés et c'est seulement après quand tu approfondis que tu dis bah non, 404 c'est pas que ça, les titres c'est pas que ça et puis il y a 10 000 autres choses autour quoi. Quand tu as des bons résultats et tout, devenir prétentieux et tout, et pourtant ça te rappelle toujours à l'humilité parce que justement, quand tu crois à un moment donné maîtriser un truc, bah voilà, tu vas te prendre soit une péna, soit la vie, elle va te rappeler à un moment Ouais. donné C'est ça qui est et bien ça, aussi, c'est c'est le fait. Enfin, SEO ça bouge ouais, beaucoup quoi. Il faut toujours tester, découvrir un truc qui marchait hier, marche plus bah ouais, marche non, plus c'est toujours clair. là. Moi, je sais qu'à l'époque, l'erreur que j'avais faite, c'est de pas assez anticiper. Pas assez anticiper, Ouais. c'est-à-dire que je m'étais focalisé trop sur justement sur le résultat. Sur le résultat, ranking. Alors c'est cool, hein, c'est ce qu'on cherche, hein, Mm. voilà. Être en première position, dominer la première position, c'est cool. Après, faire de la self domination, donc dominer la première page, c'est cool, tu vois. Mais à un moment donné, c'est dire, ok, tu fais quoi, il se passe quoi si t'as une péna, quoi, tu vois. Et c'est vrai que Mm. c'est notre logique, Comment le quoi. Et maintenir? ouais, voilà. Et ouais, et puis en fait, en gros, je me rappelle, mon ancien boss, il me disait, en gros, ouais, c'est cool, Seb, on est en première position, nana. Et du coup, ils sont où les sites secondaires? Il se passe quoi? T'as prévu, j'imagine, s'il y a un truc et tout? Non. Non. T'as qu'un seul plan, le Tu vois, plan A, s'il n'y a pas de plan B. ouais, c'est ça, et c'est vrai que c'est quand même une autre. En fait, après, t'apprends à quand même à prendre du recul. C'est vrai que ça se fait, c'est Mm. une vision un petit peu plus élargie, on va dire. Mais non, mais clairement. Tout à fait. Ouais, voilà, du coup, c'est une erreur qui peut s'appliquer partout, pas qu'au SEO. Ouais, carrément. Alors, j'aime beaucoup aussi cette question. Si tu avais la possibilité de remonter le temps et de tout recommencer avec tes compétences actuelles, tu ferais quoi? Est-ce que tu ferais la même chose différemment et surtout pourquoi? Bah, je suppose que la réponse elle est différente quand t'as un parcours hyper riche avec beaucoup d'années d'ancienneté et tout. Pour le coup, moi, je referais tout pareil, je changerais rien parce que mon parcours m'a mené là où je suis, même s'il a été un petit peu chaotique, du fait que j'ai bifurqué un peu dans plusieurs domaines, dans plusieurs business models aussi. Mais je me dis que si je modifie quelque chose, ne serait-ce qu'un détail hein, de mon passé, peut-être que je serais pas là en train de discuter avec toi pour un podcast. Donc, Je au final, je partage changerais. totalement ce point de vue. Je partage totalement ce point de vue parce que, comme tu dis, c'est un process, quoi, en fait. Hein. C'est une série d'enchaînements. Peut-être qu'un échec ou juste un projet qui n'a pas abouti, même s'il m'a pris peut-être une semaine dans ma vie, peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai eu une vision,
d'une quelque chose qui a changé. Enfin, pour moi, chaque détail a son importance. C'est pour ça que j'adore en plus les films un peu où tu changes le passé, tu vois l'influence, tu te dis, oh, j'ai juste pris une chaise rouge au lieu d'une chaise bleue, et pouf, ta vie a changé, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc non, voilà, je changerai rien. Ok. Quel est ton regard sur l'évolution de ton métier depuis le début? Depuis le début que j'ai commencé, de rien, j'ai quand même pu observer quelques trucs. Déjà, il y a eu un gros boom de l'intelligence artificielle. Elle était déjà utilisée avant, mais maintenant c'est devenu, je veux dire, c'est rentré dans les mœurs, quoi. C'est devenu mainstream d'utiliser l'intelligence Ouais, c'est ça. artificielle. Alors qu'il y a un an encore, c'était pas marginal, mais t'en parlais pas aussi facilement. Tu disais, est-ce que tu as testé l'IA? Mais tu disais pas, ouais, bah, aujourd'hui j'ai produit 100 articles par IA. C'était voilà, la question elle a changé. Donc pour moi ça voilà, il y a une évolution de ce côté-là et également bah, le métier se démocratise. Il y a de plus en plus de nouveaux entrants, de débutants ou alors de gens qui se reconvertissent. Donc il y a plus de concurrence aussi et en même temps bah, c'est intéressant d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans le milieu dont je fais partie il y a 2-3 ans. Voilà, Ouais, pour moi, c'est carrément, ça l'évolution. ça amène du challenge, de la nouveauté. De toute façon, on a besoin de ça, parce qu'à un moment donné, si c'était figé, on s'emmerderait, hein, quand même, qu'on se le dise. Hein. Faut que ça bouge, quoi. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, hein. C'est ce qui nous passionne, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, c'est clair. Ok, ouais, carrément. Alors ça, j'aime bien aussi cette question. Quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ton parcours? C'est compliqué parce que j'ai pas d'anecdote particulière pour des clients, tu vois, j'aurais pu dire ah, bah, j'étais sur tel cercle concurrentiel, il s'est passé ça un jour, truc de fou, on a paniqué. Non, j'ai pas d'anecdote comme ça particulière. L'anecdote qui me vient, c'est quand j'étais chez Corleone Bees. En fait, je suis arrivée chez Corleone Bees et directement mon premier jour, c'était le premier jour d'un séminaire qui durait une semaine. On se voyait tous en physique. Dans une grande maison à Lyon, etc. Et j'avais à la base postulé pour le poste de chargé de compte. Donc de base, je devais travailler pour acheter des liens next level en fait pour les clients côté offsite. Et durant les 2 premiers jours en fait de séminaire, on faisait un petit peu des formations. Tout le monde, dont moi et Julien surtout, tout le monde a vu qu'en fait j'étais à fond contenu, j'étais à fond technique, j'étais à fond on-site en fait, et que ma place n'était pas au offsite. De ce fait, en 48 heures, j'ai changé de poste. Je suis passée de chargé de compte à consultante SEO on-site, et c'est un poste que je convoitais en fait depuis le début, sauf que je n'avais pas postulé parce qu'il fallait de l'expérience. Il fallait 1 ou 2 ans d'expérience, je sais plus. Et en fait, en 48 heures, Julien et les managers, ils ont décidé de directement me bouger à ce poste-là, et du coup, bah, j'étais ravie. J'étais Ah super ouais, c'est contente. bien ça. Ils ont eu cette intelligence, ils ont capté le fait que voilà, ils ont vu ton potentiel et Ouais. tac, ils ont switché. Ok, intéressant. Après, pareil, je veux dire, je me suis pas cachée, tu sais, on faisait les formations et ils demandaient est-ce que vous savez ça? Et puis moi, du coup, je levais la main, je participais, j'étais à fond investie. Et en fait, comme j'avais déjà été pas mal autodidacte avant, j'étais vachement portée sur le contenu et sur la technique, en fait. Et c'est là que le côté offsite s'est imposé. On-site, pardon. Ok, Je pense on-site. que j'ai arrêté. Ah ouais, ok, Voilà. intéressant. Je dirais ça. Et puis, j'ai une deuxième anecdote qui me vient, mais c'est pareil, c'était toujours chez Corleone, mais c'est là où, entre guillemets, j'ai eu mes trucs les plus marrants, peut-être. Chez KB, on faisait des concours SEO entre équipes. Enfin, on faisait des équipes, je veux dire, au sein de la boîte, et on faisait des concours entre nous qui duraient 1, 2, D'accord. 3, 4 mois avec un budget prédéfini. Et pour Ah, le coup, pour intéressant, mon je savais premier pas. Ça, concours, c'est bien ça. ouais, et c'est là où j'ai énormément appris aussi parce que bah, tu es tout seul dans ton équipe. Enfin, t'es pas tout seul dans ton équipe, mais je veux dire, tu es avec ton équipe. Voilà, vous êtes dans votre C'est groupe. vachement challengeant, Et ouais. c'est là où tu dois tester les choses. C'est là où tu peux justement tester les choses que tu n'aurais pas fait avec les clients. C'est ça que j'aimais bien. Et du coup, voilà, pour coup, on a lancé, enfin, je veux dire, Julien a lancé un concours. C'était mon premier. On était, je sais plus, peut-être 5-6 dans l'équipe. Et en fait, on a pris un NDD expiré qui appartenait, enfin, qui était relié à une marque, à notre marque. Et on a remonté le site, etc. On a mis un formulaire de contact, voilà, pour faire un vrai site, quoi. Et plusieurs semaines, mois après, on recevait des messages de gens qui disaient désinscrivez-moi de votre newsletter, j'en ai marre de recevoir vos messages publicitaires, etc. Oh, Et en putain. fait, les gens savaient pas que cette marque, enfin, que ce nom de domaine n'était plus lié à la marque. Mais on recevait des messages tous les jours, des mails en disant je veux plus recevoir, je me désinscris, machin et tout. Et en fait, il y a vraiment comment, c'est pas ce lapsus, mais les gens faisaient pas la différence, quoi. Ils avaient pas vu que le domaine n'était plus du tout géré par la marque en question. Ça, c'était assez drôle. D'accord. Ah ouais, bah oui, oui, parce que quand tu prends un XP, effectivement, on a tendance à zapper que tu as également les mails, en fait. Hein. L'accès aux Ouais, c'est mails. ça. Les fameuses redirections MX, ouais. Ok. Donc c'était assez Ok, marrant. ok. Carrément, bah tu vois, j'apprends des choses, tu vois, je savais pas ça, tu vois, c'est concours SEO interne et tout, tu vois. Si tu devais donner des clés pour réussir dans ton domaine, ce serait quoi selon toi? Bah déjà, il n'y a pas de clé. Il y a pas de truc tout fait parce que sinon tout le monde le saurait, tout le monde le ferait. Donc, je vais dire ça
déjà pour commencer. Sinon, après, je l'ai déjà dit, mais pour moi, vraiment, la passion, la curiosité, la persévérance, l'envie d'apprendre par soi-même, d'être autodidacte, c'est pour moi déjà les bases de la réussite. Si t'as déjà ces caractéristiques, cette personnalité, ce mindset, tu peux que réussir après dans le SEO ou même dans le business en ligne. Je veux dire, en général, tout ça, c'est des prérequis à la réussite selon moi. Après, là où il peut y avoir une vraie différence dans les résultats, c'est ce côté obsessionnel. Pour moi, vraiment, les personnes qui nourrissent une obsession profonde, ils y arrivent plus vite ou plus fort que les autres parce que forcément, il y a plus d'énergie, il y a plus de ressources. Voilà. Non, mais Donc, c'est je vrai, dirais que l'obsession, c'est là où ça peut faire une différence. ouais, c'est vrai. C'est Je vrai. partage ça. Ouais, Et non, mais d'accord, carrément, ça il a va. pas de secret. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce côté déter, hein, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est celui qui a le plus faim, carrément. Voilà. Ouais, c'est le côté compète. Ok. Et du coup, alors c'est une question qui est corrélée aussi. Quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui veulent réussir dans ton domaine, mais qui ont des moments de doute, baissent les bras, qui se remettent en question, tu vois, si tu pouvais leur donner un coup de pied au cul, quoi. Ouais. Ou alors les rassurer. Ouais, Pour le aussi, coup, ouais, je aussi. leur dirais plusieurs choses. Déjà, pas se comparer. Et ça, c'est super dur, surtout à l'ère des réseaux sociaux où on fait que se comparer aux autres, aux photos qu'on voit sur Instagram, etc. On voit beaucoup passer de chiffres sur Twitter, beaucoup de belles courbes, de beaux résultats, etc. Mais en fait, on ne sait jamais les coulisses du succès en question. Mhm. C'est-à-dire que, je sais pas, je donne un exemple, mais il y a un mec qui publie une courbe ou alors un chiffre d'affaires de, je sais pas, 10 000 € sur un de ses sites. Mais en fait, tu sais Ah, pas les si fameux 10K. voilà, j'ai pris 10 cas, mais tu vois, ça m'est venu spontanément à quel point on est formaté. Donc, tu as un mec qui fait, je sais pas, 10 000 € du coup avec un site, mais tu sais pas si derrière, il a pas dépensé 30 000 en publicité, je sais Ouais, pas, c'est 30 ça. 000 en netlinking, si ça fait pas 10 ans qu'il est H24 sur le projet, s'il a pas mis 10 personnes dessus. Enfin, en fait, on sait pas ce qui se cache derrière une réussite. Donc, pour moi, déjà, tu peux pas te comparer parce qu'il faut toujours mettre en perspective un succès avec les ressources en temps, en argent, en humain, etc. Déjà, première chose, faut pas se comparer. Et puis même, je veux dire, si tu es débutant, va pas te comparer avec un mec qui a 15 ans d'ancienneté dans le domaine. C'est pas logique, c'est pas pertinent. Tu compares toi avec des personnes de ton niveau et encore, enfin, je veux dire, chacun est sur son propre chemin. Mais ça, c'est vrai que. Parce que moi, je vais boire parce que j'ai la gorge sèche. Ouais, moi aussi, je bois depuis tout à l'heure. Mais ça, c'est vrai que c'est super pertinent ce que tu donnes comme conseil parce que c'est exactement ça. Parce que déjà, effectivement, de ne pas se comparer parce qu'on n'a pas déjà. Déjà, il y a le niveau aussi. Voilà, c'est l'expérience. À un moment donné, ça ne s'invente pas. Mais il y a quand même aussi ce côté, les moyens. Les moyens, effectivement, les mecs qui ont déjà des réseaux, des structures. Il y a une histoire de structure aussi. C'est comme ça. À un moment donné, tu joues pas dans la même cour. Effectivement, tu peux pas rivaliser. Notamment sur des requêtes concurrentielles. Les mecs, si j'achète des gros expis ou qui mettent 20 000 sur la table, à un moment donné, tu as besoin une bonne stratégie. Voilà. Et effectivement, tu as ce côté, ce que tu disais, ou le côté, effectivement, que j'appelle l'effort de positionnement, où effectivement, tu vois le résultat, on va dire, générer 10 000. Mais effectivement, il faut voir derrière quel a été le montant de l'investissement. Parce qu'effectivement, si le mec il a gagné 10 mais qu'il a investi 20, c'est pas rentable, quoi. Effectivement, ça c'est super important. Non, mais c'est des conseils vraiment très, très intéressants. Carrément. Puis, Des conseils de bon sens. Ouais, ouais, c'est ça. Et être tolérant envers soi-même aussi. Enfin, s'accorder du rapide, la tolérance, observer sa progression. Surtout, ça revient un peu aussi à pas se comparer. Mais même si tu as l'impression de pas avancer, par exemple, là, si tu viens de te lancer un SEO ou en édition de site et que t'as pas forcément de résultats, si tu as l'impression de pas avancer, en réalité, si tu es meilleur qu'hier, ou si tu fais plus de choses qu'hier, ou si tu sais plus de choses qu'hier, c'est que tu évolues et c'est que tu es sur le bon chemin. Faut toujours, je veux dire, regarder d'où tu viens et regarder ton évolution parce que généralement, tu peux être fier de toi quand même pour ce que tu as déjà parcouru. Voilà. Ça, ouais, c'est un autre carrément. conseil. Carrément, Voilà, plus totalement d'accord. important. Non, mais ouais, t'as raison, c'est ça, hein, la tolérance. Effectivement, le plus important, c'est de devenir meilleur chaque jour, d'apprendre à regarder dans le rétro, on va dire. Et Voilà, ça, c'est c'est vrai que ça. c'est pas comme tu dis par rapport au réseau, c'est vrai que c'est un vrai fléau aussi, ce côté-là. De pas se comparer, de rester. Parce qu'effectivement, en plus, ce qui se dit sur les réseaux, c'est pas toujours réaliste. Hein, c'est pas. Voilà, non, Mais c'est moi-même, clair, j'ai c'est une du mal. version. Hein. Quand je vois des tweets et tout, je me dis, oh là là, le mec, je le connaissais pas, il sort de nulle part. J'ai l'impression qu'il fait x10, x30 de ce que je fais, que ce soit en productivité ou en argent. Mais en fait, tu sais pas le chemin, tu sais pas la façon, tu sais pas tout le reste. Ouais, et puis comme tu dis, en plus, c'est vrai que c'est pas évident de distinguer le vrai du faux, parce que t'en as effectivement, ils font vraiment des crochis, et t'en as, ils racontent de la merde, quoi, tu vois, et c'est vrai que c'est pas toujours évident En de plus. savoir. Mais comme tu dis, c'est effectivement, c'est important à ce moment-là de garder la tête froide, de recentrer un petit peu la chose, et effectivement, de rester, voilà, de voir effectivement par rapport où t'en es. Effectivement, le plus important, c'est d'avancer, de faire son bonhomme de chemin, et C'est puis ça. voilà, après, il n'y a pas de toute façon dans l'absolu, c'est pas une fin en soi aussi, hein, comment dire, les gros chiffres ou les grosses requêtes, à partir du moment où tu arrives à trouver des choses, et voilà, hein, chacun joue à son niveau, quoi. Après, c'est sûr, c'est difficile en SEO parce que forcément, tu es en compétition avec tous les autres sites autour de toi. Donc, pour le coup, tu ne Ouais, peux que regarder ce que les autres font ou que comparer avec ce ouais, que les voilà. autres sites ont mis en place. Mais les stratégies ont été mises en place peut-être sur un site pour une raison.
que tu pourras pas reproduire. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'effectivement, tu vois l'investisseur. Mais moi, là où j'étais vraiment content de moi, quand même, qui m'avait quand même encadré, c'est que, alors je peux pas citer le client, mais Julien Corleone, il le sait, je lui avais dit en off, mais c'est sur une thématique santé, du coup, et je l'avais acheté d'ailleurs des liens sur Next Level, et thématique rentable. Et donc, ouais, du coup, le mec, il avait un budget et tout, PME, tac, et voilà, il avait quand même des contraintes budgétaires et tout, bon, ok. Et du coup, ben, forcément, toi, en tant que ton taf, en tant que consultant SEO, c'est de prioriser les actions, quoi, tu vois, d'essayer de voir par rapport à son enveloppe budgétaire, de définir, ok, telle action en priorité, etc. 80-20, ouais. Et je me suis dit, putain, mais les mecs, quand même, derrière, j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire, quoi, tu vois, parce qu'à un moment donné, putain, on a charbonné, quoi, tu vois, c'est un accompagnement pendant un an et demi, et puis on a sorti l'artillerie lourde, tout en revue, parce que bon, le site, il y avait quand même aussi des choses à revoir, et on l'a pété dans tous les sens, et en on-site, off-site, la web perf, le maillage interne, le contenu, il y avait des peines à lever, enfin bref, c'est gros chantier, quoi. Et puis le client, franchement, il avait quand même un budget, il avait des contraintes budgétaires, mais c'était un budget qui était pas dégueu, quoi, hein, qui était très correct, on pouvait faire des belles choses, et j'étais là, mais putain, quand même. Je me suis dit, un sacré chantier, je me suis dit, mais les mecs en face, je voyais que c'était quand même pas, il y avait des choses en place, tu vois, de fait, hein. Mais je me suis dit, bon, putain, quand même, voilà, quoi. Et t'avais des choses, tu pouvais difficilement rivaliser, parce que je me suis dit, pour en rivaliser, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Si t'as moins de budget, c'est la stratégie, une meilleure efficience, tu vois. Et ils avaient des liens de fou, parce qu'ils avaient un retard à rattraper. Les principaux acteurs, il y en avait, ils étaient installés depuis 10 ans avant, tu vois. Et puis ils avaient des liens de fou parce que ça avait buzzé, ils avaient des liens naturels, hein, des liens de presse, que des gros liens, Capital, sur des sites santé, enfin tous les gros liens que toi, c'est rien que ces liens-là, tu devais les récupérer, t'en avais pour plus de 20 000 balles. Et je lui dis, mais putain, mais vous pouvez pas essayer de voir de votre côté, si pour malheureusement la chance qu'il avait dans cette thématique, ils avaient une bonne entente, tu vois. Et donc du coup, on a réussi à choper les budgets, et je me suis dit, mais attends, c'était pas du tout les mêmes budgets, tu vois. Nous, pour te donner une idée, quand je te dis, il avait une très bonne enveloppe, il était à, donc les fameux 10K, c'était 10 000 mais en investissement lui, tu vois. 10 000 mais tout confondu, parce qu'il avait une équipe, tu vois, en rédac, tout, voilà. Et moi, j'avais la partie conseil, mais au final, c'était pas le plus. Et après, c'était en achat, et également, achat de liens, des expirés, nom de domaine expiré et tout, tu vois. Mais c'était pas la partie, ça va être moite-moite. Achat de liens, expi et consulting, je vais être à 4-5 000 max, tu vois. Et le reste, c'était en contenu, équipe et compagnie. Et donc, tu vois, 4-5 000, c'est important, mais c'est pas délirant non plus, tu vois. Et voilà, sur des thématiques un peu, voilà, où ça brasse. Et le mec, putain, il regarde les budgets. Alors, t'en avais un, il était coté en bourse. Bon, déjà, pas du tout le même délire, tu vois. Et 100 000 balles sur la table, tu vois, il a un budget de 100 000 balles, donc pas du tout les mêmes budgets. Et en plus de ça, j'avais appris que, et là où j'étais content, alors je vais pas le citer, mais j'avais appris qu'ils travaillaient avec deux, mais notamment un référenceur qui est connu, et qui avait du coup, donc pas du tout les mêmes budgets, 100 000 balles et tout. Et ben j'ai réussi justement à lui passer devant, alors que j'avais pas du tout les mêmes budgets. Et ça m'a rassuré quelque part, parce que je me suis dit, mais putain, tu sentais que tu mettais, et j'ai rarement eu ce côté, tu sentais qu'il a fallu aller chercher, quoi, tu vois. Et heureusement, j'ai fini par le défoncer, parce que comme tu dis, ce qui fait la différence, c'est le côté acharnement, quoi. Tu vois, ce côté là, c'est ta fin, quoi. Et ben voilà, c'est là où, pour en revenir à ce que tu disais, c'est là où tu vois qu'à un moment donné, si tu joues pas dans la même cour, faut y aller, quoi. Mais tu sais, c'est un beau message d'espoir ce que tu dis, ce que tu as raconté là quand même, parce que souvent on se dit, tu te dis, le budget, je veux dire, il y a x10 de différence, tu te dis, ça peut être perdu d'avance en fait. Mais c'est ça, parce que toi, mais non, parce que toi, tu vois ça, t'es sur la CR, tu dis, bon, tu lis la CR, tu vois que le mec, il a quand même une longueur d'avance, tu sais que tu vois les trucs et tout, mais tu dis, bon, quand tu dis, est-ce que c'est ça, bon, est-ce que c'est que l'achat de liens, tu te dis, et effectivement, quand tu as connaissance du budget, tu dis, ah ouais, c'est pas déconnant que. Et tu te dis, en fait, ce qui est rassurant, c'est de te dire, avec un budget 10 fois moins élevé, tu arrives à avoir de meilleurs résultats. Mais par contre, il a fallu chercher pendant 1 an et demi. Tu vois, tout re-switcher. Mais par contre, juste pour finir là-dessus, ce qui est quand même marrant, c'est qu'il y a quand même toujours une partie bluff, tu vois, parce que quand il s'entendait bien avec son confrère, enfin plusieurs de ses confrères, mais son confrère, t'avais quand même le côté business parce qu'il racontait des conneries. Il disait oui, netlinking et tout, parce que lui, on était agressif justement pour rattraper le temps perdu et tout. Et du coup, son confrère, il dit ouais, non, moi j'ai arrêté, netlinking, c'est trop dangereux et tout. Mon cul, c'était des pipeaux. Hein. Il racontait. Forcément, il fallait pas dévoiler toutes ses cartes, quoi. Ouais, mais tu vois, voilà, c'est un exemple typique où on a eu la chance de savoir, parce que c'est quasiment chaud à savoir la vérité, tu vois, ces budgets-là, comment tu veux le savoir? Là, c'était un coup de... Voilà. Mais ça permet effectivement de remettre en perspective les choses, quoi. Un peu... Ouais, mais c'est un beau message quand même, une belle anecdote, ça.
Ben ouais, parce que comme tu dis, la vérité, c'est qu'à un moment donné, tu te bats quand même avec des budgets aussi. C'est sûr que ton client, c'est pour ça que, enfin, une des premières choses que tu fais généralement quand tu es presta, moi je demande automatiquement, enfin, honnêtement, je prends quasiment plus de presta. Donc ce que je te disais en off, voilà, maintenant, c'est, voilà, j'en prends juste 2, 3 max et voilà. Mais sinon, une des premières choses que je faisais, je demandais l'enveloppe. Parce que tu vois, tu en avais, comme tu dis, ils n'ont pas forcément connaissance des budgets. Le mec, alors je vais pas citer la thématique, mais à un moment donné, c'était la thématique immobilier. Il voulait jouer avec les plus gros. Le mec dit ouais, non, je suis ciblé, donc il me ciblait les principaux acteurs et tout. Je dis ouais, ok, donc je voyais déjà la patate arriver. Je lui dis ouais, ok, c'est quoi ton budget? Ouais, 3000 balles par mois. Ah, d'accord. Ben, je savais d'entrée déjà que s'il avait pas 10 000 par mois, ça servait à rien parce que c'était des thématiques. Enfin, voilà, fallait lâcher les billets quoi. Il y a quand même un ticket d'entrée, voilà. Hein, pardon, ça a coupé. Tu Il y disais a quand quoi? même Ça un a ticket coupé. d'entrée sur certaines serres. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, voilà, comme tu dis, Ouais. c'est ça. Il y a des tickets d'entrée. Il y a des tickets d'entrée. À un moment donné, il y a pas, voilà, faut aligner parce que c'est sûr que la réalité, c'est que sur des serres concurrentielles, comme voilà, rachat de crédit, les trucs comme ça, voilà. Si t'as pas un ticket d'entrée, une mise initiale, une fois que tu as fait le taf, après, tu peux te permettre d'être plus. Bah, tu vois, comme je t'ai dit, là, tu as 1 an et demi de taf, un travail de fond quand même. Et une fois que tu as fait ça, tu peux te permettre après de te reposer un peu, comment dire, d'avoir une érosion du budget, de te reposer un peu là-dessus. Voilà, tu Un as quand même une budget allégé inertie. pour Voilà. suivre un rythme de croisière et Voilà. tout, quoi. Mais c'est sûr qu'au départ, t'as pas parce qu'avant, effectivement, il y a une dizaine d'années, oui, et c'était l'avantage aussi, c'est que tu pouvais te permettre avec une meilleure stratégie. Bah là, tu vois, avec cet exemple que je te disais, tu arrives quand même avec une meilleure stratégie à avoir le truc, mais il faut un minimum quand même, tu vois, Quand même. parce que tu peux pas, tu vois, tu peux arriver avec une meilleure stratégie, rivaliser avec un budget x10, mais si t'as pas le minimum de budget, tu peux pas faire des miracles non plus, quoi. C'est ça aussi qui peut décourager, je pense, en SEO, parce que c'est vrai qu'en SEO, rien que de faire du SEO, déjà, ça coûte de l'argent avec les outils, avec le fait de produire du contenu, et en plus le netlinking. Et donc, rien que ça, même si tu es SEO tout seul avec tes propres sites, rien que ça, il y a quand même certaines serres auxquelles tu peux pas t'attaquer sans avoir un minimum d'armes derrière. Et c'est vrai que ça peut être ça qui peut être décourageant, en tout cas pour les nouveaux. Ben oui, parce qu'effectivement, tu vois, là, les noms de domaine expirés, c'est pareil. Les noms de domaine expirés, t'en as. Maintenant, ça se fait. Alors, c'est plus sur les gros éditeurs de sites. Tu as des. Ben voilà, comme les éditeurs qui ont de la bouteille, comme tu dis, ou voilà, qui ont l'expérience et qui ont le budget aussi, les ressources. Ils ont importé le modèle qui se faisait aux States où, en gros, sur tu te concentres sur des gros expis, des expis que tu vas acheter à 10 000, 20 000 balles, par exemple, et tu vas profiter du jus et tu vas faire des gros sites, tu vois, des gros sites d'affiliation généralistes, et voilà. Mais c'est des approches particulières. Tu as intérêt à savoir ce que tu fais parce que moi, honnêtement, sur ce genre d'approche, tu vois, les expis, j'ai jamais foutu plus de 5 000 et j'ai jamais recommandé également à mes clients de foutre plus de 5 000 parce que moi je considère, après c'est un parti pris, je considère qu'au-delà c'est casse-gueule parce que t'as quand même t'as pas de garantie à un moment donné, même si le intérêt rentable, tout ce que tu veux. Ouais, et puis à un moment donné t'as pas de garantie, je veux dire l'expi, même si c'est sur le papier un bel expi et tout, moi j'en ai fait les frais, à un moment donné t'as quand même un risque où tu peux te casser la gueule, quoi, tu vois. Et donc bon, après encore une fois c'est une gestion du risque, mais ouais non, c'est voilà, à un moment donné t'as des ressources qui sont pas les mêmes. Après c'est chacun selon le niveau de risque qu'il veut prendre. Forcément, qui dit, c'est comme la bourse ou comme tous les trucs financiers, qui dit gros niveau de risque, dit grosse possibilité de croissance ou de rentabilité, mais aussi grosse possibilité de faillite, quoi. Ah ben c'est clair, à un moment donné, moi j'ai mis l'argent sur la table. Hein. J'avais investi 30 000 balles. Bon, ben les 30 000, ça n'a pas été rentable, là, tu vois. Voilà. Mais ça, je le dis également, moi j'ai aucun souci à le dire parce que c'est la vie, ça. Hein, je veux dire, à un moment donné, il n'y a aucun entrepreneur que je connais d'honnête qui te dira ouais, moi j'ai jamais perdu d'argent, j'ai toujours investi, ça a été cool. Ben, soit c'est ça, c'est-à-dire qu'il a rien appris parce que tôt ou tard il va se casser la gueule, ou alors, à un moment donné, voilà, c'est comme ça que tu apprends. Hein. C'est partie du jeu. Bon, si tu peux éviter de les perdre, c'est mieux. Après, le but, c'est d'essayer de. Voilà, le but, c'est heureusement, j'ai refait mes billes depuis, mais ça fait partie, il faut savoir en perdre pour en gagner, comme on dit, quoi. Prendre des risques mesurés, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, faut pas forcément prendre exemple sur moi. Bah, des fois, je suis un peu con-con. Ouais. Un peu. Ok. Alors, la question phare, la question à la mode, quel est ton avis sur ChatGPT, OpenAI, l'IA, GPT-3? Surtout sur ChatGPT, la question elle est super large. Alors pour le coup, l'IA, je l'ai utilisé dès le début. Dès mes débuts en 2021 et tout, j'avais déjà commencé à tester justement des outils d'IA. J'étais super contente, hyper enthousiaste, etc. Quand ChatGPT est sorti, déjà j'ai pas eu le FOMO, c'est la peur de manquer quelque chose. Justement, j'ai vu qu'il y a eu tellement un boom que j'ai laissé décanter. Pendant 1-2 semaines, j'ai pas touché à ChatGPT. J'ai laissé vraiment tout le monde commencer à toucher au truc et tout. Je me suis dit, moi je me recule. Pour moi, là, ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite, il y a trop d'informations d'un coup, j'attends. Ensuite, je l'ai testé, et là, j'ai testé à mon rythme, en testant des choses, en essayant des prompts, etc. Et j'étais un peu déçue.
au début. Alors après, c'était forcément mes premiers prompts. Alors, d'où la déception peut-être, parce que forcément, il faut avoir des beaux prompts pour avoir des beaux résultats. Mais ayant déjà testé en tout cas de l'IA par le passé, je me suis dit, bon, rien de révolutionnaire. Et c'est vrai que quand tu veux utiliser ChatGPT pour de la rédaction de contenu, c'est pas forcément non plus extraordinaire. Il se répète super vite, faut varier ton prompt. C'est mieux d'utiliser le playground dès que tu veux faire de la rédac. Par contre, là, selon moi, ChatGPT a vraiment fait un tour de force, c'est parce qu'il est devenu, il a rendu en tout cas l'IA accessible à des gens qui ne sont pas dans le milieu du web, qui ne connaissent rien à l'intelligence artificielle. Je veux dire, moi, j'avais des amis, mes proches, qui m'ont dit, t'as testé ChatGPT et tout? Je fais, d'où tu connais? Et c'est fou en fait. Et en plus, c'est même passé à la télé. Forcément, à partir du moment où c'est passé à la télé, tous les gens qui regardent le post, ils ont commencé à tester. Mais en fait, c'est ça, c'est pour moi, le ChatGPT est devenu, a rendu en tout cas l'IA presque mainstream. Et c'est positif après dans un sens, hein, parce que du coup, on paraît moins bizarre aussi à parler d'IA. Mais voilà, pour moi en tout cas, ChatGPT, c'était ça la qualité, c'était pas tant dans l'IA en elle-même, même si c'était un nouveau modèle qui a été utilisé et tout, c'est vraiment des gens lambda l'ont utilisé. Et c'est là où il y a une vraie révolution. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, carrément, c'est ce qui a permis de rendre accessible en mainstream ce que tu dis, l'IA. Ouais, c'est vrai, c'est clairement ça. Carrément. Ouais. C'est pas tant dans la qualité du truc, parce qu'au final, le playground, en plus, tu peux t'amuser avec aussi, mais même le playground, au final, j'aime bien varier, j'aime bien utiliser un peu tout. ChatGPT, pour le coup, je l'utilise pas pour la rédac, j'utilise vraiment comme agent conversationnel, c'est pas le mot, mais j'utilise pour demander des choses, pour m'aiguiller sur le SEO, sur une stratégie. Je lui demande, par exemple, de donner des exemples d'arborescence de site sur un truc, ou voilà, même s'il y a plus une marge d'erreur possible, j'utilise plus pour ces fonctionnalités-là que pour la rédaction SEO, parce que pour moi, là, il n'est pas parfait. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, là, il y avait un mec qui avait dit, j'ai plus la référence, mais c'est exactement ça. En gros, il disait que ChatGPT en soi, ça va rien de révolutionnaire, parce qu'effectivement, comme tu dis, l'IA, ça fait un bail que ça existe. Mais par contre, effectivement, l'avantage, c'est que c'est un outil qui a rendu effectivement ce côté mainstream, vu que ça a rendu le côté accessible, facile, où c'est simple à interagir, et effectivement, c'est ce côté, cet avantage-là. Ouais, carrément. Puis la différence, en plus d'être mainstream, c'est que tu parles avec, comme Siri, comme tout ça, mais en plus élaboré. Et c'est ça qui est bien, parce qu'au final, les gens lambda, on n'a rien à foutre de rédiger un contenu d'article. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un truc pour faire un peu joujou, répondre, c'est ça. avoir des réponses aux questions. Enfin, voilà, c'est plus ce côté interaction que productivité, que production, que résultat. Carrément. Ok. Alors la question qui fâche, quel est selon toi le meilleur outil SEO et pourquoi? Le meilleur, un seul. Trop dur. C'est pas marrant sinon. Trop dur. Tu vois, j'allais t'en citer 4 que j'utilise au quotidien, parce que pour moi, c'est les bases. Si non, mais vas-y, après, c'est pas restrictif, c'est la question, mais vas-y. Ok. Alors, les 4 que j'utilise au quotidien, j'en utilise plein d'autres, mais les 4 pour moi indispensables, si tu me laisses avec juste quelques outils pour faire mon activité de consultante et d'éditrice de site, je te sors cela. Screaming Frog, c'est le premier outil que j'ai vu. Quelle idée de m'avoir montré celui-là en premier quand je suis arrivée dans le milieu du SEO, parce qu'en plus, ça aurait pu me faire peur dès le début. Mais je trouve ça vraiment super pour crawler un site, etc. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent aussi bon, en tout cas, avec ses nus, etc. Oui, ça existe, mais Screaming Frog, c'est vraiment parfait pour voir, selon moi, tout l'aspect technique d'un site. Tu scrolles, tu vois un peu la santé du site déjà. C'est des choses que tu verrais pas forcément à la mano, parce que souvent à la mano, tu peux voir le contenu, tu peux voir le maillage interne, les liens. Bon, pareil, il y a un autre outil pour ça, mais il y a beaucoup de choses que tu peux voir avec tes yeux qu'avec le crawl de Screaming Frog, tu l'as pas forcément. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, vu que tu parles de Screaming Frog, de cet outil, quelle est ton utilisation de cet outil? Est-ce que tu l'utilises sur n'importe quel site, sur les sites lambda, ou sur des sites à forte volumétrie? Pour le coup, j'utilise surtout. Surtout, mais même des fois personnellement, hein, c'est-à-dire des fois je crawl des sites que j'ai envie de voir personnellement, que je visite comme ça parce que j'ai envie de voir leur arborescence, comment c'est construit, ou parce que je cherche une page que je trouve pas, je me demande si elle existe. Alors c'est pas le raccourci le plus efficace forcément, mais non, je crawl tout et je crawl pas énormément de gros sites avec. Ok, l'idée c'est qu'en gros tu t'en sers pour avoir une cartographie, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois un peu brièvement ce qui est utilisé. J'aime bien en tout cas, ça pour moi il y a une vision hyper globale et en même temps très détaillée sur chaque page. Okay. Donc Screaming Frog, premier outil. SEO Observer pour voir tout ce qui est, pareil, une sorte de vision globale du site au final, parce que Majestic, tu vois les liens, tu vois tout ce qui est backlink. SEO Observer, tu vois ça, mais en même temps tu vois les mots clés. Puis j'aime bien
en fait les informations d'interface. Excuse-moi, ça a coupé. Ça a coupé. Pareil Si tu pour peux tout. redire. C'est Observer, Ouais. ouais, tu disais, parce que ouais, ce qui est bien, c'est le côté tour de contrôle. Ouais, c'est ça. Et si Observer, ce qui est bien, c'est que tu as, un beau tableau de bord. L'interface, elle est chouette, elle est bien, elle est belle. Et puis, tu as les liens, tu as, d'un côté les backlinks avec l'étude des backlinks. Tu as aussi un peu les mots-clés. Tu as aussi un peu des outils qu'on n'utilise pas trop, mais dans les onglets, tu as tout ce qui va être Competition Checker pour voir un peu la compétitivité d'une SERP. Et ça, c'est génial. C'est un outil que j'utilise tout le temps pour voir un peu, je sais pas, je vise un mot-clé. Est-ce que les URL concurrentes en question, est-ce que c'est des catégories? Est-ce que c'est des produits? Est-ce que c'est des pages d'accueil? Combien elles ont de liens sur l'URL en question? C'est des outils que j'utilise beaucoup pour voir en tout cas la compétitivité des SERPs auxquels je m'attaque. D'accord. Ça, c'est le deuxième outil. Ah, Ahref, vas-y. j'ai utilisé SEMrush et Ahref, j'ai utilisé les deux. Pour le coup, SEMrush, c'est bien, mais je trouve que les résultats sont un peu moins précis. Mais d'à côté, tu vois des choses différentes aussi avec SEMrush, en tout cas pour l'aspect analyse de mots-clés. Mais Ahref, c'est quand même celui que j'utilise le plus au quotidien, voilà, pour tout ce qui va être étude de mots-clés, analyse sémantique, construire une arborescence, voilà. Principalement sur cet aspect-là, même si tu peux étudier la santé d'un site. Perso Ahref, c'est vraiment pour les mots-clés. Et enfin, Your Text Guru, pour tout ce qui va être l'optimisation sémantique. Alors, pareil, j'ai testé un peu tous les concurrents. C'est pas mal aussi pour avoir des mots-clés différents, des mots-clés peut-être un peu plus rares, etc. Mais Your Text Guru, c'est super simple. C'est grâce à ça que je fais mes briefs pour tous mes rédacteurs. Je fais des briefs hyper détaillés avec les occurrences de mots-clés, tout ça. Donc, c'est vraiment comme ça que j'optimise le contenu d'une page ou que je vais créer une page. Pareil, pour avoir un contenu optimisé dès le début. Donc, pareil, Your Text Guru, utilisation quotidienne. Ces 4 outils-là, tous les jours. Ok, donc Screaming Voilà. Frog, SEMrush, Ahref et UTextGuru, Guru, c'est ça, hein? Et SEO Observer Non, 5. pas SEMrush. Ouais. Ah non, Non, pas pas SEMrush. SEMrush. Ok. J'ai fait les Ça deux, marche. mais au final, je suis plus Ahref. Ok, Toi, ça c'est quoi marche. ton outil préféré? Du coup, je te retourne la question. J'utilise au Ah, quotidien Ahref. Non, après, c'est une c'est vrai? question aussi d'habitude. Ouais, d'habitude. Ahref, j'ai switché dessus, je crois que c'était en 2011. Et 2011, avant, putain, je ne saurais même plus te dire d'ailleurs quel logiciel j'utilisais avant Ahref, pour te dire. J'utilisais Yuda, mais c'était pas pour les analyses de liens. Je ne saurais plus te dire, tu vois. Ahref m'a créé une amnésie. Mais non, Ahref, ouais, c'est une question d'habitude. J'utilise à la base pour les liens. Et après, maintenant, vu que c'est enrichi de fonctionnalités pour quasiment tout, le Keyword Explorer, effectivement, voilà. Non, j'aime bien Ahref. Honnêtement, si demain j'avais plus Ahref, je sais pas comment je ferais, honnêtement, ça serait compliqué. Mais après, ouais, chaque outil a son utilisation. Majestic, j'ai mis longtemps avant d'apprécier, on va dire, mais j'apprécie, tu vois, j'apprécie ce côté, il y a des données intéressantes, tu vois, chaque outil a... En fait, c'est ça, c'est que chaque outil a vraiment des fonctionnalités qui sont intéressantes. SEMrush, j'aime bien le côté effectivement aussi mots-clés, l'autorité, ce côté vue d'ensemble aussi, SEMrush. Ouais, J'aime beaucoup ça, même si effectivement des fois je trouve un peu les datas déconnantes, mais bon, à mon avis, je pense que chaque outil a des datas, c'est pour ça que je dis chaque fois que les jamais raison en termes de valeur absolue, c'est que des indicateurs. Mais moi honnêtement, pour moi, il n'y a pas l'outil parfait à l'heure actuelle. SEO Observer, je l'utilise pas. J'ai été beaucoup tenté par le passé. Tu vois, honnêtement, si tu me demandais si demain j'utilisais plus Ahref, sur quel outil je passerais, ça serait certainement SEO Observer parce qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est un des outils qui présente sûrement le meilleur rapport qualité-prix. J'aime sur le papier, ce qui est intéressant, c'est ce côté, même si j'avoue, jamais testé, mais c'est ce côté tour de contrôle centraliser la data, tu vois. Tu as le côté indexation des liens, la data majestique, le côté, voilà, l'historique des positions, là où qu'on s'appelle le truc machine, là, pas la Webback Machine, c'est un nom, la time machine, je sais pas quoi, là, ouais. Ouais, je l'ai pas. C'est ça? Là, je l'ai pas, mais je l'ai pas, mais sûrement. Ok, non, en tout cas, pour moi, l'outil parfait, ça serait un méga agrégateur, tu vois, mais ça coûterait une blinde, donc ça se fera quasiment jamais, je pense, parce que les mecs, ils ont des coûts d'API monstrueux. Mais ça serait une méga, tu vois, tour de contrôle où j'aurais, parce que j'aime, tu vois, pareil, RankX Explorer, là, je l'ai jamais testé, mais j'adore l'interface, ça a l'air génial, cet outil, quand je chope des expis sur Kifdom, tu vois. Et moi, l'outil parfait, ça serait ça, en gros, ça serait une méga base où tu as de la data Ahref, de la data Majestic, un espèce de méga agrégateur, en fait, tu vois. Ahref, Majestic, SEMrush, Rank Explorer, Yuda, tu vois, Google, tu peux retrouver et recouper la data, quoi. Un grand dashboard, bon, quoi, direct, tu vois en un coup d'œil, quoi. C'est ça, un grand dashboard, mais je pense que ça se fera quasiment jamais, à mon avis, parce que pas. ça va Voilà, faire faut que une tu le fasses blinde. toi-même. Ouais, mais c'est pareil, c'est une blinde en API, tu vois, Ça pour coûtera. requêter les trucs. Ouais, c'est ça, c'est pas rentable, je Clair. pense, le truc, à moins d'être sur des niches, voilà, un truc de projet particulier, quoi. Mais bon, voilà, Bon, dans l'idéal. on partage quand même certains outils. Ouais, non, mais c'est clair, après, c'est clair. Et donc, la dernière question, la question de projection, comment tu te vois dans 5 ans? 5 ans, 5 ans, j'aurai 28 ans. J'aime bien cette question parce que 5 ans, c'est pas déconnant, tu vois, 15-20 ans pour se projeter. Ça va. C'est pas trop, ça laisse, tu vois, voilà. Ça te laisse, ça C'est donne un une bon direction, un horizon. objectif de vie.
Alors pour le coup, je me projette quand même pas aussi loin. J'ai des trucs de projection beaucoup plus 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est plus c'est pas vraiment des choses factuelles. Dans 5 ans, j'aimerais en fait conserver toujours cette qualité de vie et cet équilibre vie pro vie perso avec toujours un épanouissement dans mon taf, quel qu'il soit. C'est-à-dire que dans 5 ans, ça peut être encore le SEO, mais ça peut être aussi le SEO formateur. Ça peut être peut-être plus édition de site, ça peut être, je sais pas, peut-être que j'aurai un tool à ce moment-là dont je ferai la promotion. Voilà, dans 5 ans, je sais pas trop où j'en serai, mais ouais, j'aimerais en tout cas atteindre des objectifs aussi de croissance, forcément de chiffre d'affaires. Comme tout entrepreneur, on a quand même ces objectifs-là. Je pense que dans 5 ans, voilà, ça doit être ça. Mais au final, demandé dans 1 an ou 2 ans où je me vois, je t'aurais répondu pareil. C'est vraiment plus Ok, le chemin, en tout cas. Enfin, je veux dire, c'est la façon de ouais. voir que je veux garder plutôt que le résultat. Non, non, mais t'as raison, c'est C'est ça, c'est vraiment le continuer process, le sur ma chemin. lancée. Ok, ça marche. Ok, du coup, est-ce que tu aurais des services, des produits que tu souhaiterais mettre en avant sur, là, je pense à ton site, je sais pas si tu as d'autres Bah, services ou choses alors, à... pour le coup, sur mon site, du coup, on retrouve quand même principalement ce que je propose. Je propose des prestations one-shot, c'est-à-dire que si vous voulez un audit, je le livre et on arrête après la collaboration à ça. Ou alors, on peut aussi faire un accompagnement si vous êtes déjà passé par la case audit, afin de reprendre le site en cours. Et du coup, ça sera un accompagnement mensuel. Donc, voilà, il y a 2 types de formules. Il y a la formule ponctuelle, la formule mensuelle. Pareil, le budget sur le site, en tout cas, il y aura c'est des budgets indicatifs. En vérité, il n'y a pas de vérité absolue parce que je fournis vraiment une prestation 100% personnalisée. Les devis ne sont pas copiés-collés. Chaque devis est personnalisé en fonction de plein de choses, de la SERP, du site. Forcément, je fais un pré-audit pour déjà savoir un petit peu où est-ce qu'il faut aller et le chantier, en tout cas, à engager. Les besoins et les objectifs aussi. Si on est sur du SEO local, sur une SERP pas concurrentielle et que vous voulez juste être une première page, ce sera forcément moins cher qu'une SERP super concurrentielle où il faut être top 1 sur 10 000 requêtes. Enfin voilà, ça paraît logique. Est-ce que le site il est gros? Est-ce qu'il y a plein de pages? Est-ce que c'est un e-com? Est-ce que c'est un site vitrine? Ça, c'est des choses qui se définissent du coup pendant un call. Pareil, je veux dire, dans ma façon de faire, je peux très bien travailler sur le site du client en question, ou je peux très bien juste être en tant que consultante, je veux dire, prendre du recul, enfin avoir un avis extérieur en tout cas sur le site. Voilà, tout dépend en fait du besoin du client, mais je suis capable de faire les deux, de faire du done for you, de travailler sur le site, d'être seulement conseillé sur le long terme ou sur du court terme. Voilà. Ok, ça marche. Donc du coup, si je vais mettre les liens dans la description de la vidéo YouTube juste en dessous. Donc si vous êtes intéressé par les prestations proposées par Charlotte, donc vous avez son site charlottedimpre.fr où effectivement vous avez notamment la partie audit et la partie accompagnement. Au niveau des références, je vais également mettre le Twitter, le lien de ton profil Twitter. Je ne sais pas si tu penses à autre chose. Donc effectivement, ouais, je vais mettre le lien juste en dessous de ton LinkedIn. Donc pour toute presta, effectivement, son site charlottedimpre.fr et effectivement le lien vers son profil Twitter. Charlotte, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie vraiment de m'avoir invité sur ton podcast. J'ai été ravie de te rencontrer et de discuter avec toi. J'ai passé un super moment et je pense qu'on pourra se refaire ça bientôt. Ben ouais, franchement, avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir joué le jeu de cette interview. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger. C'est vraiment pour ça aussi que je fais ce domaine, pour un plaisir d'échanger. Et tant qu'à faire avec des nouvelles personnes, avoir des angles de vue différents. En tout cas, merci d'être venu et je te dis à bientôt. Merci ciao, à toi. Ciao. Salut. Bon, est-ce que ce podcast t'a plu? Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai pris vraiment du plaisir. J'ai trouvé ça passionnant. Si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos et des prochaines interviews. Si t'as aimé ce podcast, cette interview, like cette vidéo, ça me de la force. N'hésite pas, si t'as des questions, à les poster juste en dessous en commentaire. Si tu veux en savoir plus sur notre invité du jour, je te mets les liens juste en dessous dans la description. Il y a aussi un lien juste en dessous dans la description vers mon canal Telegram. C'est clairement là où ça se passe. Si tu es intéressé de près ou de loin par le SEO, le business en ligne, l'aspect monétisation, tu devrais rejoindre ce canal et ce groupe. Tu trouveras tout ce que je peux pas vraiment dire en public sur ma chaîne YouTube. Si tu es sérieux dans ta démarche et que tu as un projet réaliste, tu devrais rejoindre ce canal. Clairement, dans mon canal Telegram, qu'on discute des vrais sujets, c'est là où ça se passe. Je te dis à de suite sur mon canal. Ciao!